Bienvenue Johan sur le Reveal Podcast. On va voir si on essaiera de trouver un nom un peu plus punchy pour ce podcast. Généralement, les gens donnent des titres. Donc c'est la deuxième fois que on se parle Tout en à fait. format long comme ça. L'autre, c'était il y a un petit moment. Je pense qu'on va répéter plutôt pas mal de choses qu'on avait pu aborder à l'époque. Et C'était donc, quoi en 2021 sur TikTok, si je dis pas de bêtises? c'est Un truc ça, je comme ça? crois, ouais. Et j'avais déjà essayé de commencer à lancer un peu un podcast, mais c'est vrai que le rythme n'était pas le même à l'époque. Là, j'ai quand même pu me dégager un peu plus de temps, d'être plus à la maison, etc. Donc c'est vrai que les choses sont un peu plus simples maintenant pour pouvoir faire ce que j'avais vraiment envie de faire à l'époque. C'était parler à des gens avec qui j'ai envie de parler et utiliser le podcast comme une excuse pour le faire. Et pouvoir titiller sur des sujets qui m'intéressent, qui sont importants, avec des gens qui sont cohérents dans ce qu'ils disent. Après, les avoir vus sur les réseaux, et donc bah, j'étais content de t'avoir parlé déjà à l'époque. Et donc là, aujourd'hui, bah, on va faire profiter un public un peu plus, un peu plus large qu'avant. Donc ça, c'est Oui, cool. entre-temps, on a bien évolué, C'est ça. ça fait plaisir. Bah ouais, c'est cool. Mais et donc tu es. Alors, est-ce que t'es d'abord coach kiné ou est-ce que d'abord t'es kiné et coach? Est-ce qu'il y a un ordre où c'est pas important? Alors moi, j'aime bien dire dans l'ordre chronologique. J'ai d'abord été coach et préparateur physique puisque je suis d'abord allé jusqu'en master 1 en STAPS et après j'ai bifurqué en école de kiné sur Paris et du coup je suis devenu par la suite kiné. Donc j'ai l'habitude de dire coach et kiné, mais après en vrai peu importe. Mon objectif c'est de mélanger un peu les deux compétences pour apporter un meilleur suivi, que ce soit en présentiel avec des patients ou en présentiel ou distanciel avec des clients pour apporter un meilleur suivi possible. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est vrai que toi, du coup, tu peux faire la jonction. Parce que souvent, tu sais, enfin, on peut reprocher aux coachs, tu sais, de prendre comment dire, de se penser kiné et les kinés et les coachs peuvent reprocher aux kinés d'être coach, mais toi, c'est bien, du coup, tu peux faire Ben, le suivi de mais A à Z. Voilà, exactement, que ça soit les petites guéguerres dans les deux sens. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où il y a la blessure de la personne et jusqu'au retour terrain, si c'est un sportif, ou retour dans la vie normale, si c'est on va dire, une personne un peu plus lambda, et ben, les différentes étapes, que ce soit plus des compétences de kiné ou de coach, j'ai la chance de pas trop réfléchir par rapport à ça et de pouvoir faire le lien, la jonction sur tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool en vrai. Ouais, bah, je pense pas qu'il y ait d'inimité pour de vrai. C'est juste d'avoir l'impression que les gens te prennent des clients en quelque sorte. Mais tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est plus ça là-dessus la guéguerre, ou alors que les gens fassent mal les choses. Ça, c'est un autre sujet. Ouais, voilà. Après, si c'est un problème de compétence, évidemment, ça c'est dommage parce que d'abord, c'est ne pas nuire à la personne. Donc, si on rentre dans un champ de compétences qu'on n'a pas, bah ça c'est quand même dommage. Après, il y a des coachs sur certains domaines qui vont être plus compétents que des kinés, et au contraire des kinés qui, dans un domaine, alors pas dans le thème de la rééducation ou quoi, qui seront plus compétents que les coachs. Après, c'est en fonction un peu de la sensibilité de chacun. Et bon, c'est toujours des guéguerres pour dire ouais non, c'est à moi, c'est pas vous, etc. Tant qu'il y a des compétences derrière et que tout est fait pour la personne, en vrai, Ouais, voilà quoi. ouais. Je dis pas que entre guillemets, je vais prendre deux extrêmes. Les coachs peuvent parler de pathologie et vraiment de tous ces aspects-là, parce que je crois qu'officiellement, si je dis pas de bêtises, ils ont pas le droit d'utiliser un diagnostic précis, je crois, si je dis pas de bêtises, mais tu vois, je m'y connais même pas. Et au contraire, un kiné où tu vois, moi, en 4 ans de formation kiné, j'ai eu 4 heures de cours de préparation physique. Hum, Donc, pour estimer que je suis Light. suffisamment compétent sur le développement de la force, de la puissance, combien de reps à faire, etc., ben non, ça, je pense que quand on n'est pas formé pour, ça sert à rien d'y aller à tâtons et de tester des choses. Mais bon, du coup, t'as la casquette. Et pourquoi, du coup, est-ce que tu t'es dit, ouais, c'est bon, j'ai vu ce que j'avais à voir en master de STAPS, et ensuite, je pars en... C'est un peu ça? Tu t'es dit, ouais, c'est bon. Ouais, ben, en gros, pendant la première année du master, donc en master 1, je me suis rendu compte que je voulais en savoir un petit peu plus sur le corps humain, Ouais. que c'était top ce qu'on apprenait, mais que je voulais aller un peu plus profondément et que ben le métier de coach ou de préparateur physique ne permettait pas forcément ça, et que du coup, en tant que kiné, ça me permettait d'aller un peu plus profondément donc sur le fonctionnement et aussi du coup sur le fonctionnement pathologique. Et à vrai dire aussi, faut pas se le cacher, en termes de sécurité d'emploi, Hum. être kiné, c'est quand même plus stable que coach ou préparateur physique dans un club. Ça, c'est sûr.
Parce que ça, il y a aussi, il y a eu tout un holà justement là-dessus sur les kinés qui disaient que c'était invivable le métier de kiné, que c'était pas assez payé, que du coup il fallait faire un peu l'usine quand tu accueilles des patients, que ça réduisait la qualité de suivi parce que le taux horaire était trop bas. Enfin, juste aussi une petite aparté parce que c'est pas vraiment le sujet du podcast, mais moi ça m'intéresse de voir ça, de te poser la question de quelqu'un de l'intérieur, de l'intérieur, c'est la taupe, et que de voir si, enfin, est-ce que toi tu ressens ça aussi comme ça, comme ça? Bah, ce qui est sûr, c'est que d'un côté, on nous demande ben voilà, il manque en général d'accès aux soins au niveau des patients. On nous demande de se former régulièrement pour, logiquement, hein, se mettre à jour au niveau de l'avancée de la science, des nouvelles techniques, etc. Et en parallèle, une séance de kiné, je vais te donner, ça coûte 16,50 € et des brouettes, on va dire une séance basique. Donc, ça c'est en brut. Après, en net, je crois qu'il doit rester entre 5 et 8 euros, peut-être quelque chose comme ça. Sur le papier, pour une demi-heure, au moins avec la personne. Donc, évidemment, il y a des extrêmes. Il y en a qui prennent 10 patients en même temps et il y en a qui, voilà, qui respectent bien, entre guillemets, et qui ont un petit local pour faire un patient par demi-heure. Maintenant, on est d'accord que ben, un patient par demi-heure, pour arriver au même chiffre d'affaires que le gars qui fait 10 patients à l'heure, ben, c'est pas du tout le même taux horaire. Le gars, il doit travailler 60 heures ici, alors que là, ben, en 4 journées ou en 3 journées, tranquille, c'est fait. Donc, l'objectif, c'est de trouver le juste milieu entre ben, gagner sa vie, on est d'accord. L'objectif, c'est pas non plus d'être millionnaire, hein, clairement. Je pense pas qu'on devienne millionnaire en étant kiné. Mais par contre, pour ma part, d'assurer un suivi de qualité. Et c'est pour ça, tu vois, à titre personnel, comme j'ai pas grand-chose à cacher, je fais un nouveau patient toutes les 20 minutes. Comme ça, j'estime que c'est le juste milieu entre eh ben, apporter suffisamment d'écoute, de temps à une personne qu'il nécessite, et par contre, eh ben, arrondir aussi un petit peu les fins de mois, parce que du coup, par heure, ça fait une personne de plus, et du coup, à la fin de la semaine, ça fait un petit peu plus. Ça, c'est pour le côté, on va dire, toute la France, sauf à Paris, puisque à Paris, ils ont un peu plus le droit de faire des dépassements d'honoraires, avec les loyers qui coûtent plus cher, etc. Bah, eux, en général, ils font, ça dépend, mais des plus 10, plus 20, plus 40 euros par séance. Alors que nous, en général, en province, sauf cas particulier, on n'a pas la possibilité de le faire. D'accord, ok. C'est Donc, légal ou c'est juste c'est une ou c'est plus une espèce de d'omerta du milieu de non on fait pas ça entre nous on garde les tarifs bas ou je sais pas quoi. c'est légal, mais il faut que ça soit justifié, notamment un champ d'expertise vraiment précis ou quoi que ce soit. Par contre, ça s'est multiplié sur Paris et dans la région parisienne, et c'est encore très, on va dire, ponctuel dans les autres régions. Donc il y en a qui le font, mais en général, les dépassements d'honoraires ou quoi que ce soit, ça se fait encore pas tout à fait. Mais par contre, ça se développe de plus en plus parce que les gens estiment, ben non, moi je veux continuer à faire de la qualité de soins, donc avoir que une personne toutes les 30 ou 20 minutes. Par contre, derrière, il faut que ben, on soit rémunéré à la hauteur de ce qu'on apporte. Et que du coup, je pense que dans les prochains mois, prochaines années, ben, ça tendra à augmenter. Bah, le truc, alors je sais pas comment ça se passe exactement un suivi en fait j'ai jamais été suivi par un kiné donc je me rends pas compte du Tant truc. mieux, c'est que au moins t'es pas blessé ou pas trop ou quoi que ce Ouais, soit. ou alors je vis avec mes blessures et puis je serre les dents. Mais moi, c'est vrai qu'en coaching, généralement, en fait, les premières séances, tu sais, au début, c'est long et tu as besoin de beaucoup d'attention et de, tu sais, pour beaucoup de corrections et que les gens comprennent et qu'ils fassent bien les choses et que machin. Même pour tout ce qui est à distance, tu sais, les suivis en coaching écrit, machin et tout, ça aussi, c'est genre, Yes. tu prends beaucoup d'informations. Et donc, en fait, au départ, je perds un peu sur mon taux horaire. C'est-à-dire qu'au début, bah, j'investis beaucoup de temps et d'attention au tout début. Mais ensuite, comment dire, j'ai beaucoup moins d'efforts à faire, en fait, au long terme, puisque les gens comprennent. Et puis, c'est des petits correctifs et des choses comme ça. Ouais. Donc, je sais pas si c'est sur des séances de kiné, imaginons qu'une personne a 5, 10, 20, voire des fois 30, je crois, séances de suivi. Au début, peut-être qu'il y a plus d'investissement de temps et d'énergie, et puis au fur et à mesure du temps, tu pourrais en fait lui dire 5 minutes. En fait, parce que en coaching à domicile, je sais que les gens, si je leur donne des séances, ils ne les font pas. Et je pense qu'un kiné, si tu vas pas chez le kiné, tu fais pas tes séances à la maison, j'imagine. Ça, tu pourras Ben, me dire. sur le papier, alors pour répondre d'abord à la première, ben en soi en kiné c'est à peu près pareil. Tu vois, moi perso, je prends 1 heure pour faire le bilan au début parce que justement l'objectif c'est de poser énormément de questions, d'écouter le patient pour se dire ok,
d'après ce qu'il me raconte, d'après mes tests, mon bilan, on va tenter cette porte d'entrée. Si on la trouve très rapidement, eh ben effectivement, les autres séances, il n'y a pas besoin de faire forcément 1 heure. On valide ou on invalide notre première hypothèse. On fait évoluer si à un moment donné, bah, les exercices, faut les faire évoluer. Et ça, effectivement, en moins de temps, c'est fait. Donc, il profite d'être en séance pour faire ses exercices. Ou s'il arrive à les faire à la maison, eh ben ok, ben bonne semaine, on se revoit la semaine prochaine ou dans 2 semaines, et ainsi de suite. Donc ça, franchement, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Par contre, effectivement, ça c'est dans le meilleur des mondes. Il y a des fois où ben, on galère un peu, on n'arrive pas à tout à fait trouver, donc on doit prendre le temps à chaque fois de dire ok, on a testé cette porte d'entrée, ça fonctionne pas, on va rebifurquer, on va refaire d'autres tests, on va compléter, et pour finir, bah, le plus souvent possible, par finir par trouver la bonne porte d'entrée. Donc ça, c'était la première remarque, et j'ai déjà oublié la question de la deuxième. C'était quoi? C'était coaching à domicile. Ah oui, Oui, les oui, gens. ah, s'ils font à la maison. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et ben ça, on est de plus en plus dans une philosophie d'autonomisation du patient. Donc on n'est plus trop comme avant où il fallait, alors ça dépend des pathologies encore une fois, mais où le mec venait 3 fois ou 4 fois dans la semaine, il faisait ses exercices et il repartait et rien à faire à la maison. Au contraire, enfin notamment dans une grande majorité de pathologies, l'objectif c'est de faire le point en présentiel 1 fois par semaine, 1 fois tous les 10 jours, 1 fois toutes les 2 semaines. On fait évoluer, on voit qu'est-ce qui avance bien, ainsi de suite, et après on les relance pour 1 semaine, 2 semaines, et ainsi de suite. Ça, encore une fois, c'est valable pour certaines pathologies. Le gars, il a une douleur à l'épaule, voilà, il faut aussi laisser le temps pour voir si on est efficace. Par contre, il a un ligament croisé ou il est pas, le gars, il est pas inscrit dans une salle et il doit faire vraiment du renforcement à la maison, il est un peu limité. Bah, ça, il a peut-être pas d'autre choix que de venir 2 à 3 fois dans la semaine pour faire ses exercices. On est bien d'accord. Ouais, mais ce que et la question subsidiaire, c'est est-ce que quand vous leur donnez des devoirs, ils font leurs devoirs à la maison ou pas? Enfin, ça dépend. Il y en a qui sont hyper rigoureux, et il y en a malheureusement, t'as beau essayer de faire tout ce qu'il faut, entre guillemets, tu n'y arrives pas. Donc d'abord, dans un premier temps, il faut essayer de comprendre pourquoi ils le font pas. Est-ce que c'est nous, dans notre communication, on n'a pas été suffisamment clair ou on leur a fait comprendre à quel point c'était important. Donc parfois, c'est notre faute à nous. S'ils le font pas, c'est parce que c'est notre faute. Parfois aussi parce qu'il y a trop d'exercices et qu'ils savent plus quoi faire. Et il y a d'autres fois, ben non, c'est juste parce que ils ont la flemme, ils sont pas sérieux, et ça, voilà, ça, on va dire, c'est plus leur faute. Mais il y a des fois, on se dit, oh, ils font pas leur exercice, mais en fait, c'est plutôt en se remettant en question soi-même d'essayer de comprendre pourquoi ils le font pas. Ouais, d'accord. Et pourquoi ils n'ont pas été convaincus par le fait que faire des exercices, ça les aidera forcément à... Ouais, ouais. Ah, je vois le truc. Exactement. Tout à Mais fait. Et c'est pour ça que de plus en plus, le métier de kiné, il y aura toujours de l'anatomie, des exercices à faire, etc. Mais de plus en plus, la communication a une part importante et l'éducation pour ben, autonomiser et faire comprendre pourquoi ils font les choses. ouais, bah, de toute façon, c'est la base de tout, hein. Si on Mais peut oui, pas, oui, clairement, hein. enfin, Le si on métier peut de pas, coach aussi. ouais, ouais, si on peut pas communiquer, c'est compliqué avec les gens, hein. Le truc, c'est que je comprends pas pourquoi il y a pas pourquoi vous avez pas, par exemple, disons, trois genres de tarifs, tu sais, le tarif bilan, enfin, tu vois, que vous soyez pas remboursé à hauteur de tarif, genre le tarif bilan Si. ou, bah, ah si, il y a une, Ah si, ouais. ouais, En gros, le bilan, il y a une... les noms précis, je les ai pas, mais il y a une cotation supplémentaire. d'accord, En gros, c'est la séance de base, 16 euros et des brouettes, euh, plus la cotation bilan qui fait peut-être 20 ou 23, etc. Donc la première séance, si on est peut-être rémunéré à 42, 43 euros, etc. Par contre, d'accord. c'est que pour la première séance. Donc ça, effectivement. Et après, pour vraiment te donner plus de précision, en fonction de la pathologie de la personne, si c'est une pathologie, on va dire, inflammatoire, si c'est un problème de dos, un problème d'épaule, un problème des 2 genoux, etc., les cotations seront légèrement différentes et du D'accord. coup, on sera plus ou moins rémunéré. Mais ça sera entre 16 euros, ce qui est basique pour une entorse de cheville ou une épaule, à peut-être 22, 23 pour des problèmes un peu plus globaux. Et par contre, je crois que le côté respiratoire avec Covid et tout ça, bah, qui nécessite plus de temps, de passer plus de temps avec la personne, ça peut être des rémunérations plus importantes. D'accord. Parce que je me disais justement, vous avez plusieurs casquettes de métier, c'est-à-dire que vous avez à la fois la manipulation, qui elle va vous demander plus d'énergie et il y a plus de, j'imagine plus de risques liés. Et puis après, il y a le conseil d'exercice à faire qui lui, bah, c'est, enfin, pas plus léger, mais moins d'investissement de votre part de temps et d'énergie, quoi. Ouais, bah, clairement, la nouvelle kiné, de plus en plus, ça devient, c'est ce qu'on appelle un peu plus le hand-off.
C'est-à-dire qu'on met de moins en moins les Hmm. mains sur le patient. Donc ça, c'est comme tout, c'est très intéressant, mais il y a quelques petites limites. Parfois, le fait de poser les mains, de juste masser, mobiliser, ça participe à l'adhérence. Ah, c'est ce moment-là où le patient, ben, il se confie sur certaines choses qu'on n'a pas réussi à avoir sur l'entretien du début. Bref, c'est vrai que la nouvelle kiné, on sort peut-être moins fatigué physiquement que, on va dire, il y a quelques années où c'était que à base de massage, de mobilisation passive et à Hmm. la limite, à la fin, un ou deux petits exercices. Ça, très Ouais. clairement. Ouais, d'accord, ça marche. Bah, j'étais curieux parce que je savais pas du tout comment ça fonctionnait en interne. Donc Bah, c'est t'as cool bien raison, hein, à... profites-en, hein, carrément. Ouais, c'est clair. La question, c'est parce que c'est souvent c'est souvent après être allé voir un médecin qu'on est envoyé chez un kiné. Et donc je voulais démarrer là-dessus, c'est-à-dire que à quel moment est-ce que tu crois en tant que personne que c'est intéressant de se dire ah, tiens, c'est peut-être pas mal que j'aille voir un kiné. Juste en termes de peut-être d'intensité de douleur et de durée de douleur ou de comment dire, tu sais que des douleurs récurrentes, tu sais, qui viennent et qui disparaissent, qui viennent et qui disparaissent. Est-ce qu'il y a différents cas que tu pourrais essayer de nous donner sur quand est-ce que ce serait intéressant pour les gens de se dire, tiens, là, faut peut-être que j'aille voir. Euh, Ben, en soi, ce que je dirais, c'est que il n'y a pas de meilleur moyen, de meilleurs moments surtout. Moi, ça m'arrive parfois de faire juste une séance ponctuellement. La personne, elle avait une ordonnance, on fait le bilan, on voit un petit peu ses problèmes. Il n'y a pas forcément de déficit, la douleur s'est bien diminuée. Ben, un peu d'éducation, quelques petits exercices, et au pire, on dit, bah voilà, si ça évolue pas, dans 2, 3 semaines, n'hésitez pas à reprendre contact. Parce que là, on était peut-être sur une fin de douleur, il a eu un petit peu peur au début, le temps qu'il prenne rendez-vous, ça s'est estompé, voilà, c'était une petite alerte. Euh, j'ai envie de dire, à partir du moment où ça empêche la personne de pratiquer son sport et que sa qualité de vie est quand même détériorée, bah, je pense que ça peut être important de consulter. Mais consulter ne veut pas dire obligatoirement faire 30 séances à hauteur de 3 par semaine. Ça peut être juste être rassuré sur des points ou savoir comment gérer la charge globale pour que, bah, au final, rapidement, il puisse tout reprendre comme avant. hmm. Donc même, j'ai envie de dire, la personne qui a une petite alerte, qui à un moment donné a pris le temps de prendre un rendez-vous chez le médecin, a besoin d'être réconfortée parce que mentalement, bah, le physique et le mental sont quand même liés, bah, juste cette séance sur cette personne-là servira. Et au contraire, bah, je pense qu'on est un peu pareil sur ça. Bon, de temps en temps, on a des petites alertes, on adapte, on réduit un peu la charge, et puis après, 2 jours plus tard, ça va mieux. Là, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire de la kiné? Pas forcément, on est bien d'accord, hein. Hmm. Mais quand on s'y connaît pas et que le risque en fait, c'est que quand on a une douleur, c'est d'avoir une stratégie d'évitement, c'est-à-dire qu'on évite de bouger. Donc, qui dit on évite de bouger, c'est que dès qu'on va bouger, on va avoir mal. Du coup, on évite encore plus de bouger et en fait, on rentre dans un cercle vicieux. Donc, l'objectif, c'est d'éviter ça. Maintenant, après, il y en a qui vont pas avoir besoin de nous et tant mieux. Et il y en a, ben si, ils vont avoir besoin d'être rassurés. Bah, ça, c'est la question. Par exemple, j'ai une cliente qui, bah, régulièrement, elle a mal au genou. Mais du coup, elle fait, bon, bah, je fais pas la séance la semaine d'après. Puis, mais elle fait rien. Et donc, je lui propose quand même d'aller, faudrait que tu ailles voir, faudrait que tu ailles voir. Et en fait, non. Et je me demande si cette récurrence-là, parce qu'il y a des gens qui disent, bah, quand j'arrête, ça va. Est-ce que, genre, quand tu as ces problèmes récurrents mais qui disparaissent, une fois que tu arrêtes, c'est quand même pas bien d'essayer d'aller voir bah, la cause de ces soucis-là, quand même, et d'aller essayer de corriger le problème de fond, et de, justement, et, bah, comme tu dis, éviter ces stratégies d'évitement, qui sont apparemment de plus en plus délétères plutôt que positives. Ah ben carrément, hein. Bah, de plus en plus, on s'intéresse à la conséquence, évidemment, puisqu'il y a une demande de diminuer la douleur, etc. Mais je pense que de plus en plus, on est aussi dans un but, ok, qu'est-ce qui, selon nous, d'après nos éléments, qu'est-ce qui a pu causer les douleurs? Et donc de s'intéresser à l'origine pour éviter les récidives, etc. Donc si, très clairement, oui, oui. Et après, l'avantage, alors moi je l'utilise peut-être plus en tant que coach qu'en tant que kiné, et encore, la personne demain, elle a mal au genou ou elle a la mal à la cheville, pas de risque, on se force pas trop, et ben je me dis ok, bon c'est pas parce que tu as mal au genou gauche qu'on peut pas faire tout le reste du corps. Donc on va tout adapter, mais on va quand même faire pour avoir tous les bienfaits de l'activité physique. Hormones antidouleurs, de bien-être, bonne fatigue entre guillemets, hormones anti-inflammatoires et tout le tralala. Mm. Ouais, parce Donc que les fois où ça m'arrive en tant que coach, et ben on contourne un petit peu et on reste actif. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, ça marche. Parce que j'ai vu pas mal de choses expliquant, enfin,
On pourra aller voir ça aussi, mais notamment sur les tendinopathies. Ça y est, j'ai arrêté de dire tendinite. L'idée en fait que le travail en isométrie justement assez fréquent était une bonne idée. Et donc que c'est en train de, enfin, parce que pour les temps, je sais pas comment, s'il y a une grosse évolution dans le traitement des, tu sauras mieux en parler des tendinopathies, mais là, je m'y intéresse parce que c'est quand même ultra récurrent chez tout le monde, surtout les gens qui vont à la salle de sport, les coureurs, enfin, bon, dès que tu fais du sport, de toute façon, Ah, carrément, ouais, ouais. les tendons, ils prennent cher tout le temps. Et donc, bah, je sais pas si tu as des propositions de degrés de peut-être de tendinopathie à checker. Et s'il y a des, alors, est-ce qu'elles se traitent toutes de la même manière ou pas? Enfin, Ben, en fonction, je crois qu'il y a différents grades dans les tendinopathies. Et ça, j'ai envie de dire, moi, j'utilise beaucoup la clinique du patient. Qu'est-ce qu'il est capable d'encaisser et de tolérer? Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de tolérer? Ce qui est génial avec l'isométrie, c'est que c'est une super porte d'entrée pour commencer à amener un travail de renforcement, mais très peu contraignant puisqu'il n'y a pas de mouvement. L'avantage, c'est que le mec a une tendinopathie d'épaule, la fameuse tendinique du supraépineux par exemple, et ben assez rapidement, on peut lui faire des rotations latérales en isométrie à peut-être juste 10% d'intensité. Et ça, on va commencer grâce à ça à amener un petit peu de la contrainte mécanique qui va devenir de la contrainte chimique et amener des éléments adaptatifs. On va commencer mentalement, il va prendre de plus en plus confiance sur cette épaule pour ensuite, après dans la vie de tous les jours, on vit pas en statique. Donc pour petit à petit remettre du dynamique, de la vitesse, de la charge et tout ce qui va avec. Mais l'isométrie permet notamment d'amener de suite de la contrainte sans trop de contraintes. Et donc c'est une super porte d'entrée. Maintenant, avec les réseaux sociaux, quand les gens maintenant ils découvrent une technique, ils ne prient que par ça et l'isométrie c'est génial. C'est un super outil, clairement. Mais c'est pas magique et c'est pas, il n'y a pas que ça. parce que l'idée du traitement de la tendinopathie physiologiquement, parce que bon, moi j'aime bien, comme toi, comme ta curiosité t'a amené à changer de voie, moi je suis intéressé par la physiologiquement, c'est quoi pourquoi ça fonctionne de commencer par l'isométrie et de mettre pourquoi est-ce que la contrainte aide à l'amélioration ça paraît contre-intuitif, pourquoi est-ce que la contrainte amène à l'amélioration de la douleur ou du problème? Alors, en gros, il faut voir la tendinopathie comme un remodelage des tissus. Euh, un- i- Avant, on pensait donc il y avait une énorme inflammation et c'est pour ça qu'on appelait tendinite. Depuis, on s'est aperçu qu'il y avait quand même une petite inflammation, mais pas aussi importante qu'on ne le pensait. Et c'était surtout un remodelage. Et que, notamment, on dit que ça c'est un tendon. Il y a le remodelage qui se fait en plein milieu. Les contraintes avaient l'habitude du coup d'éviter cet endroit douloureux et de passer autour. Ça, c'est d'un point de vue, on va dire, physiologique. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails. J'ai pas toutes les subtilités, etc. Mais dans l'idée, l'objectif, c'est que les contraintes repassent par l'endroit qui est évité, parce que sinon, c'est ça qui notamment peut amener des récidives. C'est-à-dire que ce tissu du milieu ne participe plus à absorber les contraintes. Du coup, il y a une sursollicitation des tissus autour, et du coup, à terme, blessure, etc. Et en gros, il y a une théorie, c'est la théorie du donut. Ils disent que, tu vois, un donut, il y a le gâteau autour et il y a un trou au milieu. Ils disent que, notamment dans une tendinopathie, on a plus d'efficacité, notamment en renforçant le gâteau et en faisant en sorte que le gâteau soit plus fort, plutôt que sur le trou en lui-même. D'accord. Donc c'est pour ça que, notamment la remise en contrainte progressive, pour augmenter le gâteau et pas le trou, c'est important. Et par contre, l'isométrie sera intéressant pour petit à petit, quelque part un peu ce trou, un peu la partie moins sollicitée, qu'on lui amène quand même des éléments cicatriciels ou du moins de, re- de remise de contrainte. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'endroit qui fait mal, en quelque sorte, il faut lui appliquer une contrainte, ou en tout cas, il faut que ça fasse un effort aussi minimal et supportable que possible pour qu'il guérisse. C'est ça? Entre autres, oui, tout à Entre fait. autres. Parce que en fait, même si encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué que ça,
le fait de solliciter une zone, alors il y a la contrainte et le muscle ciblé, mais en fait, localement, il se passe, grâce au mouvement et au renforcement, il y a des cellules anti-inflammatoires. Niveau aussi cortical, notamment l'isométrie est un très bon analgésique, c'est-à-dire qu'au niveau cortical, au niveau du cerveau, bah, ça permet de cacher un peu la douleur. Donc, très souvent, dans de nombreux cas, ça sera très intéressant. Dans d'autres cas, ben non, il faudra pas cacher la douleur parce que la douleur est une alarme intéressante et importante. Donc, il y a beaucoup de choses et même on sait pas tout encore. Franchement, il y a des fois où, ben, en fait, les raisons, ben, on sait pas précisément qu'est-ce qui se passe. On sait qu'il y a des cellules anti-inflammatoires, qu'au niveau du cerveau ça se passe, mais on est encore un tout petit peu dans un léger flou. D'accord. Quand tu dis analgésique, c'est-à-dire que parce que je sais que, par exemple, pour les maux de tête, il faut pas laisser des maux de tête traîner trop longtemps, parce que sinon le cerveau retient l'information qu'il a mal à la tête tout le temps. Et en fait, ça devient une espèce de douleur fantôme qui traîne alors que tu n'as aucune raison d'avoir encore mal à la tête. Est-ce que c'est un peu le même principe sur l'isométrie? C'est-à-dire que tu as un mouvement qui te fait mal, si tu le fais, mais enfin, si tu enclenches le muscle sans faire le mouvement en entier et que ça te fait pas mal, le cerveau se dit, ah non, ça va en fait. C'est ça Ouais. ou c'est autre chose? Ouais, franchement, oui, c'est ça. Je crois que analgésique, c'est différent d'antalgique, puisque antalgique, ça serait ben, localement, d'un point de vue sur les voies, etc., et que analgésique, ça se passe au niveau du cortex. Je suis Hmm. pas sûr à 100% de ce que j'annonce, mais je crois qu'il y a une petite subtilité entre analgésique et antalgique. Mais c'est, du coup, je pense que ça rejoint totalement de ce que tu dis. Ben, il y a beaucoup de blessures ou de maladies chroniques où, en fait, cette petite alarme qui est nécessaire du cerveau, qui est la douleur, puisqu'en fait, la douleur, c'est une expérience sensorielle, c'est une interprétation du cerveau. Et dans les pathologies chroniques ou quand on a eu trop souvent mal, ben en fait, ça se trouve anatomiquement, tout se passe bien, mais c'est l'indent que ça a été hyper irrité ou je ne sais quoi, et qui fait que pourtant ça persiste. C'est parce que comment dire? Est-ce qu'une tendinopathie euh, je focalise sur le sujet parce que je trouve ça intéressant qu'on essaie de farfouiller un peu le truc. Mais est-ce qu'il y a des tests qu'on peut faire à la maison pour dire, ah, bon, bah là, il faut que j'aille consulter parce que je pense que j'ai un vrai truc, une vraie tendinopathie. Genre, est-ce que, par exemple, je sais pas moi, bah, sur l'épaule, justement, c'est le sus-épineux ou sous-épineux, la plus récurrente? La plus, ça doit être le Bah, supra-épineux, donc le sus. bah, Bah, en général, ce qu'on apprend à l'école, c'est que une tendinopathie, ça doit être douloureux à l'étirement, à la contraction, à la palpation. Maintenant, tous les tests, en fait, à une époque, on apprenait tous les tests où il fallait se mettre comme ça, fallait résister, bras au corps, etc. Bah, en fait, on s'est aperçu que ces tests étaient très peu fiables et très pas du tout spécifiques au tissu qu'on pensait. Donc, en fait, ces tests, ça peut être des très bons marqueurs, c'est-à-dire que jour numéro 1, j'ai très mal quand je fais ça. Jour numéro 20, oh, j'ai beaucoup moins mal, je peux mettre beaucoup plus de force. Là, c'est pertinent. Maintenant, quelle est la chance si je fais ça, que ça soit un supraépineux, un petit rond, un sous-épineux ou un je ne sais quoi? On n'en sait trop rien. ouais. C'est pas très spécifique comme style de test. Donc en soi, il faudrait ouais, voir s'il y a l'étirement, la contraction musculaire, un petit peu à la palpation si c'est douloureux. Et après, si ça se module un petit peu avec la charge. Je sais pas, ça fait mal une épaule sur du développé militaire. Ah, parce qu'en faisant un tout petit peu moins d'amplitude et un peu plus léger, est-ce que ça fait moins mal? Oui, Mhm. non. Ah, bah alors ça fait moins mal, ben peut-être dans un premier temps, j'adapte. Et après, je vois comment ça agit. Ouais, parce que justement, quand les gens se font mal, ils adaptent souvent leur mouvement. Ils disent, bah, je peux plus faire que ce mouvement-là parce que sinon j'ai mal. Tu vois ce que je veux dire? À quel moment est-ce que, par exemple, un mec à la salle, il fait du développé couché. Et en fait, ça va jusqu'à un moment où ça va plus. Et en fait, au bout d'un moment, il en a marre. Au fur et à mesure des années, il dit, bon, bah, j'arrête le développé couché. Euh, et est-ce que, genre, imaginons que ça, je sais pas comment dire ça. Il fait plus que du développé incliné maintenant, parce que c'est plus agréable pour ses épaules. Voilà. Est-ce que le développé couché, ça le met trop en contrainte? Bon, tu vas me dire, ça va dépendre de ce qu'il a, mais est-ce que cette stratégie d'évitement, c'est intelligent, ou est-ce que justement le fait que le développé couché lui fasse mal,
bon, déjà, faut voir cette technique, donc ça, c'est un premier truc. Mais ensuite, est-ce que justement le fait que ça lui fasse mal sur ce mouvement, c'est pas un signe qu'il faudrait, au lieu d'essayer d'éviter ce mouvement-là, de dire bah comment c'est peut-être un signe qu'il y a un truc qui va pas. C'est pas le Ah ben, mouvement qui me fait mal, c'est que j'ai un truc qui est douloureux et donc il faut que j'aille consulter pour corriger ce problème sous-jacent. alors en soi, les deux stratégies sont réalisables. Moi, j'aime bien poser la question à la personne, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de pratiquer, de faire, est-ce que Mm. ça te fait plaisir ou est-ce que voilà. Si la personne me dit ah ben non, c'est un exercice comme un autre, j'en ai strictement rien à foutre, est-ce qu'on va perdre du temps entre guillemets? Peut-être que parfois c'est oui. À réintroduire ça, peut-être pas du tout. Si on voit que c'est pas l'objectif et que voilà, ok. Par contre, effectivement, il a mal quand il fait au bout de la 10e rep à 100 kilos. Et ben peut-être qu'on va faire une moindre amplitude. On va peut-être commencer par de l'isométrie à différentes amplitudes, là où ça fait pas mal. Et puis peut-être sur un mouvement très lent, en mettant léger et peut-être beaucoup de reps, et on voit un petit peu comment c'est irrité. Mais si, en gros, on décharge la zone et on la recharge étape par étape. En général, dans une grande majorité des cas, en gérant un peu la technique et tout ça, la remise en charge progressive aide bien. Donc si, totalement, c'est pas en évitant ce problème à vie que on va progresser sur ce problème-là. Mm. En fait, quelque part, c'est un peu comme les vaccins. On te met un tout petit peu du virus dans le corps Mm. pour que ton corps s'adapte. Et ben, quelque part, en kiné et même dans le coaching, etc., ben, le but, c'est de mettre du microdosage pour créer une adaptation pour que derrière, on en fasse un petit peu plus. Mm. Et, Et que et si on y va trop fort, on crée des blessures. Et si on n'y va pas assez fort ou qu'on fait rien, ben, n'attendons pas des adaptations. parce qu'il y a ce problème-là aussi de savoir un petit peu. Alors, je sais pas comment vous arrivez en tant que kiné à vous dépêtrer de ce qui est tendineux ou articulaire. Est-ce qu'il y a une difficulté pour vous tu sais, est-ce que par exemple sur un genou, parce que c'est complexe un genou, bon bah est-ce que c'est le ménisque, est-ce que c'est la rotule, est-ce que c'est le tendon du quadriceps, est-ce que enfin ça doit être compliqué d'arriver à faire un diagnostic. Tout à fait. Donc déjà, nous, en termes de diagnostic, on peut jamais être sûr à 100%. On peut donner des hypothèses. Il y a plus de probabilités que ça soit ça. Mais en gros, bah, c'est un mélange du questionnaire. Enfin, quand on bombarde le patient ou le client de questions, c'est pour mieux comprendre déjà d'où vient sa douleur. Ça peut déjà nous donner si c'est un peu plus articulaire ou musculaire. Ensuite, bah, il faut pas être trop mauvais en anatomie. Donc, est-ce que là, quand je palpe le tendon du long biceps, des ischios, ah, c'est ça qui est douloureux? Ou, ah ben non, là, je suis plutôt sur le ménisque interne. Ou, ah ben non, là, je suis sur la rotule. Grâce à la palpation, grâce à la localisation, le type de douleur, à la contraction, au repos. Est-ce que si c'est lui qui fait le mouvement activement, ça fait mal? Mais si c'est moi qui prends sa main et que je lui bouge, est-ce que ça fait pas mal? Ah, Si d'accord. ça fait pas mal, ou si ça fait mal, ah ben, c'est peut-être plus un truc articulaire, ou si ça fait mal quand c'est lui qui bouge, ben, c'est peut-être un peu plus tendineux, musculaire. Enfin voilà, c'est en mélangeant tout ça qu'on oriente sa pensée en disant, bah écoute, je pense qu'il y a plus de probabilité que ça soit ça. D'accord. Parce que ce qui est compliqué en kinésithérapie, c'est que de plus en plus, même si l'imagerie, donc les radios, les IRM, etc., sont hyper importantes, les personnes ne sont pas qu'une radio. Ça se trouve, c'est pas parce qu'il y a une hernie au niveau de ton dos que c'est exactement ça qui fait la douleur. Ah. De plus en plus, là, je crois qu'il y a une étude qui montre que à 50 ans, il y a 50% de la population française qui ont des hernies et pourtant ils ont pas mal. À 80 ans, c'est 80% de la population. Et pourtant, et chez des personnes asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de douleur. Donc parfois, la personne a mal, on se dit ah bon, on va faire une radio, une IRM, ah on voit la hernie et du coup on se dit ah ben automatiquement c'est ça qui crée la douleur. Dans Ah. quelques cas, c'est tout à fait le cas. Mais dans d'autres, bah, ça se trouve, la hernie, ça fait 20 ans qu'elle est là, et c'est juste que bah, récemment, le mec a un peu moins bien dormi, un peu plus d'alcool, plus de stress, une petite désadaptation musculaire. Il n'y a rien, on va dire, de grave, juste cette hernie-là, mais qui est asymptomatique. Hop, bah, jouons sur ce qu'il y a autour. Et c'est ça qui est pas évident parce que il faut trouver le juste milieu entre dire l'imagerie est importante pour peut-être donner un diagnostic, mais en même temps, les personnes ne sont pas que des imageries. Il faut comprendre le contexte global, sa clinique, etc.
D'accord, ouais, donc ouais, bon, c'est un peu comme tout, plus les informations sont importantes, plus on peut avoir un diagnostic clair de ce qui se passe. Et Ouais, puis après, il y a le test erreur. Est-ce que ce que j'ai fait, ça a fonctionné? Oui, non. Bon, bah, ça doit être ça. Est-ce que ça a fonctionné? Non. Bon, bah, ça doit être autre chose. exactement, Alors, exactement, tout à fait. hypothèse A, B, C, D, et puis après, on essaie d'arriver au bout, quoi. Ok, d'accord. Exactement. Bah, tu as parfaitement résumé le truc. On n'est jamais sûr à 100%. Dans beaucoup de cas, bah, tiens, la première hypothèse, elle donne de suite des résultats. Oh, super. Au contraire, parfois, on cravache, on charbonne un peu plus. Tant qu'on se remet en question et qu'on essaye de finir par trouver la bonne hypothèse, il n'y a aucun souci. Personne n'est parfait, personne connaît tout sur tout et arrive dès le début à trouver chez tout le monde et à soigner tout le monde. On est bien d'accord. Ouais. Euh, parce que la plupart des gens qui vont nous suivre sont soit sportifs, soit ont envie de le devenir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, tu sais, de la douleur aussi. Et de se mettre au mouvement et tu sais d'avoir mal au dos, enfin ce genre de truc. Je sais pas ce que tu pourrais conseiller aux gens qui ils sont motivés, ils se mettent à faire un programme et ça marche bien pendant 3 à 4 semaines et puis il y a un petit truc qui arrive et ils sont dans le doute, ils savent pas s'il faut qu'ils continuent dessus ou pas. C'est pas très grave, mais ils ont un peu peur parce que ils débutent, tu vois, c'est la première fois qu'ils se mettent au sport, les progressions ne sont pas forcément évidentes, etc. Mais est-ce que pour leur donner des outils d'auto-évaluation, je pense que ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qui ferait que ils sont leur déconseillerais continuer sur une douleur qu'ils peuvent avoir ou une gêne. Ce que je dirais de manière générale, voilà, pour essayer de donner un maximum d'autonomie sur ça, et après, si évidemment ils voient que ça passe pas, bah, qu'ils en parlent à leur coach, à leur médecin, à leur kiné, etc. Mais en général, s'ils font un mouvement et que la douleur peut-être dépasse 3, 4 sur 10, ben, on se dit, bon, il y a peut-être trop de contraintes pour les tissus et que c'est peut-être un petit peu trop. Par contre, une très légère douleur, 1, 2, 3 sur 10 peut-être, qui ne dure pas plus de 24 heures derrière, on peut considérer que bon, ben, ça a été plutôt bien accueilli par le corps. Par contre, parfois, on peut se faire biaiser. Sur le moment, tout se passe bien, où on a une toute petite gêne de 1, 2 sur 10, et en fait, le lendemain au réveil, ouf, grosse Ouais, douleur, et ça dure plus de 24 heures. ouais, d'accord. Donc, j'aurais envie de dire, c'est à la fois la douleur sur le moment, le soir, et le lendemain dans les 24 heures. Si sur le moment ça se passe pas trop mal et qu'il n'y a rien du tout, ok, let's go. Si à un moment donné, petite douleur de 1, 2, on peut tolérer. Si à un moment donné c'est 3, 4, 5, bon, est-ce qu'en diminuant l'amplitude, la charge, le nombre de reps, le volume, on arrive à adapter? Oui, et ben let's go. Sinon non, ok, ben on met ce mouvement de côté et on trouve une alternative. Si sur le moment ça se passe bien ou petite douleur, que ça tiraille un petit peu la séance, mais que le lendemain ça revient à un niveau initial, bon, on peut considérer que c'est pas trop mal. Par contre, quel que soit sur le moment et le lendemain, on y allait un peu fort, ça déclenche trop de douleur, il y a besoin d'un dérouillage matinal et ça dure plus de 24 heures. Là, très clairement, c'est qu'on a irrité un peu la zone. Il y a peut-être une petite inflammation locale qui se met. Ben, ça, c'était peut-être en termes de dosage un petit peu trop et que du coup, la prochaine fois, faudra réajuster. D'accord, ok, c'est parfait. C'est super, moi je trouve ça super clair. Ça va être super utile ça. Et ensuite, une autre question que j'avais, parce que je te vois en fait faire pas mal de vidéos sur, tu sais, les différents exercices à faire en cas de mal au genou ou quoi, en même temps que ta pratique sportive. Bon, la réponse sera peut-être, ça dépend, mais je suis curieux de savoir ces petits exercices-là, si tu conseilles plutôt de les faire à l'écart de séances de sport. Tu vois ce que je veux dire? Soit en entretien, soit comment dire, t'as encore mal, mais tu fais ton sport, mais tu continues à faire tes séances de kiné. Est-ce que tu conseillerais plutôt de les faire, par exemple, tu t'échauffes et en début de séance, avant que ça n'arrive, avant que tu fasses le reste de ta séance, sur un muscle frais, qui n'a pas encore subi de contraintes, etc. Ou est-ce que c'est plutôt en fin de séance, après justement avoir fait ta séance et de voir un peu ce qui a fait mal, pas mal, et donc c'est à ce moment-là que tu le fais, ou peut-être à l'écart? Euh, Ben, franchement, enfin, excellente question. Et bon, je vais détailler, mais la question la plus cohérente, c'est ça dépend. Bon, après, juste pour revenir, normalement, tu me verras jamais dire t'as mal sur les réseaux, t'as mal à l'épaule, fais ces 3 exercices. Parce que ça, hum, c'est totalement bullshit. On ne sait pas qu'est-ce qui fait mal, etc. Maintenant, on peut donner des exercices pour, ah,
tu as envie de travailler tes épaules, peu importe le contexte, n'hésite pas à faire ça, machin, etc. Maintenant, pour répondre à ta question, ça dépend. Pourquoi? Parce que parfois, comme je te disais, la douleur sera une information importante qu'il faudra écouter. Par exemple, le gars, il a mal au genou, tendon rotulien ou je ne sais rien, ben, ça sera peut-être important qu'il soit à l'écoute de sa douleur sur des squats pour n'en pas trop en faire. Et ensuite, peut-être à la fin de séance, remettre de la remise en charge progressive avec de l'isométrie, de l'excentrique et tout le tralala. Comme ça, ben, plutôt en fin de séance, pour être vraiment à l'écoute sur l'exercice qui lui faisait mal, peut-être le squat. Au contraire, il y aura des fois où, ah ben non, moi mon objectif, franchement, je m'en fous un peu je sais pas, il faut absolument performer parce que c'est une compétition. Et ben non, on peut utiliser le principe analgésique de l'isométrie au début de séance pour vraiment chanter la douleur, faire le gros squat à fond et bah, peut-être le regretter ou pas le lendemain. Ça peut être une deuxième possibilité. Et après, il y en a qui, bah moi, ce que je conseille, c'est d'en faire un tout petit peu, mais tous les jours, des exercices. Et du coup, bah, c'est des séances à part entière. Ah, j'ai 10 minutes. Et ben, en lien avec mon problème, je fais mon exercice. Et ce soir, je ferai ma séance bas du corps, haut du corps, et ainsi de suite. D'accord, ok. En vrai, tout ce que tu as dit, c'est très cohérent. Ça va dépendre de la personne, comment elle fonctionne. Ça se trouve, elle aura vraiment aucun temps à dédier aux exercices, mais il y aura que en échauffement où elle pourra le faire. Ok, si elle le fait à ce moment-là, vaut mieux que ça soit fait là que pas fait. Et en fonction de l'effet recherché, bah, ça sera peut-être plus intéressant en début de séance, en fin ou quoi que ce soit. D'accord. En fait, dans l'idéal, pour ce que tu as, dans l'idéal, fais ça. Mais si t'as pas la possibilité, peu importe. C'est ça, en gros, c'est genre, Oh, pour ouais, c'est ça, résumer. ouais, franchement, ouais, ouais, oui, oui. Pour résumer globalement, parce que c'est vrai que c'est un peu comme tu sais, les gens qui se mettent à faire du sport en général, ils veulent toujours faire 1 heure. Je sais pas pourquoi. C'est comme quand ils font un déficit calorique, c'est toujours 1500 calories. Je sais pas pourquoi. Peu importe C'est qui tu es, où ancré. tu es, c'est ça. C'est la séance, ça fait 1 heure. Il faut que ce soit tous les jours, sinon ça sert à rien. Et c'est vrai que c'est dur la nuance et la subtilité de nos jours. Tu sais, il faut la réponse, il faut le truc. Et parfois je dis aux gens, mais tu fais 3 pompes inclinées sur un support. C'est déjà, tu vois, ça prend 1 seconde et demie. Au moins, tu as fait un truc. Tu vois, c'est ça. Mais non, mais ça sert à rien. Non, ça sert pas à rien en fait. C'est la moindre chose sert à quelque chose. Et donc, c'est intéressant de voir que bah, c'est la même chose pour tout ce qui est, c'est pas posologie, traitement. Voilà, tout ce Ouais. qui est traitement de douleur et protocole, c'est que bah bon bah t'as pas le temps de faire tes 30 minutes d'exercice en isométrie sur les différentes portions. Bah je sais pas, fais 20 secondes comme tu peux par-ci par-là Et ça et sera déjà très bien. Et après, il y aura quelques cas où l'objectif aussi, parfois, ben, ça sera de vraiment quantifier, parce qu'on aura vu en séance que 30 répétitions de quelque chose, ça sera très bien, mais la limite haute, et ben, pour amener des adaptations, mais pas dépasser, il faudra vraiment faire ces 30-là. Donc, parfois, là aussi, la posologie par rapport à la capacité de la personne et tout ça sera importante. Mais j'ai envie de dire, pour le sport bien-être ou pour même aussi certains types de rééducation, comme tu dis, franchement, tant que tu y arrives 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là, ça sera toujours mieux que 0 plus 0 plus 0 plus 0. Donc, franchement, je te rejoins à 1000%. et donc dans le séquençage, je suppose que il doit y avoir un genre de protocole à suivre approximatif pour une remise en charge quand tu te fais mal. Est-ce que c'est isométrie, excentrique, concentrique, etc., pliométrique, ou est-ce que ça dépend encore des cas Sur le papier, oui, tu viens de détailler ce qui était le moins contraignant jusqu'au plus contraignant. Donc sur le papier, un peu toutes les rééducations suivent un petit peu ça. Mm. Maintenant, il y a plein de manières de jouer sur différents paramètres pour intégrer assez rapidement tout ça. Donc l'isométrie, comme je te disais, c'est une super porte d'entrée. Mais après, si le mec il fait du triple saut et que, bah, à un moment donné, il peut encaisser de la plio ou je ne sais quoi, bah, autant l'intégrer très rapidement. Mais peut-être de manière déchargée, donc pas à poids du corps, mais déchargée, donc en se délestant avec un élastique. Peut-être aussi pas pieds nus sur une surface dure, mais peut-être avec des grosses semelles et sur un truc un peu plus mou pour que les tendons prennent un peu moins, par exemple. Donc sur le papier, en vrai, oui, ce fil rouge, comme tu as dit, déjà c'est une très bonne base. Maintenant, bah, on peut venir arrondir un peu les angles en fonction du contexte, des objectifs, de ce que la personne peut encaisser, et pour venir bah, déjà amener un petit peu des aspects un peu pliométriques assez rapidement, si c'est bien encaissé par la personne, et ainsi de suite.
D'accord. Je te dis Ça, pas que sur un ligament croisé, au bout de 2 semaines, il faut sauter sur une jambe, les yeux fermés, on est tout ça, on est bien ouais, d'accord, hein. sur un Bosu, ouais, voilà, Voilà, c'est. exactement. On est bien d'accord. Ouais, Mais en ouais. fonction du contexte et tout ça, ça permettra d'amener en mini quantité les contraintes de la pliométrie. Et inversement, s'il peut faire de la plio, ben mettre un peu d'isométrie, même s'il peut faire de la plio, ça sera toujours pertinent. Ouais, donc pour éviter que les gens soient trop perdus, je pense que c'est peut-être bien parce que de remettre les bases de ce que c'est. L'isométrie, tu l'as déjà expliqué, c'est une contrainte sans mouvement, c'est ça? Enfin, en gros, Exactement. C'est euh, un type de contraction musculaire sans mouvement. Donc, je sais pas s'il voit l'image, on dit que je fais le biceps, je vais forcer contre ma main, mais je bloque avec ma main, donc il y a une contraction, mais il n'y a pas de mouvement. Il y a plein de manières de faire de l'isométrie, de pousser contre un mur, de porter une charge sans bouger, etc. Tout à fait. il y a une grosse différence entre, parce que là, par exemple, tu as donné deux exemples. Euh, Est-ce qu'il y a une grosse différence entre faire de l'isométrie, par exemple, maximale contre un support qui ne peut pas bouger? Donc, je suppose que c'est une question d'intensité, mais par exemple, avec une charge que tu ne peux pas soulever et de la tenir en isométrie et ensuite ça passe en excentrique, et de faire de l'isométrie avec une charge que tu peux soulever mais que tu décides de ne pas soulever et de juste rester en isométrie. Je sais pas si tu Eh vois ce ben, que je veux dire, hein, s'il y eh a. ben, tu viens de donner globalement les deux types d'isométrie qu'on appelle soit overcoming, donc c'est quand on pousse quelque chose d'immobile, Hmm. ou soit yielding, quand on maintient une charge. D'accord. Même si, comme tu dis, il y a un petit peu un continuum, le fait, en gros, le yielding, c'est le fait qu'on tienne une charge. En fait, ça se rapproche un tout petit peu de l'excentrique parce que plus on va fatiguer, plus on va descendre. Donc, ça va amener un petit peu plus telle adaptation. Au contraire, l'overcoming où on pousse fort contre un truc qui ne bouge pas, eh ben, ça sera un peu plus orienté concentrique et du coup très intéressant sur des courts termes pour la force maximale, la RFD qui est l'explosivité, pour travailler, ben, je sais pas, en squat, on a une amplitude particulière où on galère, et ben, ça sera très intéressant de mettre ça à cette amplitude-là. Le yielding, c'est une super porte d'entrée donc avec un poids léger, notamment en début de rééducation, ou le côté aussi notamment analgésique. Hmm. Et Ok. après, si on veut vraiment rentrer dans les détails, moi, ce que j'aime bien faire, c'est en tout début, pour vraiment pas irriter la personne, c'est mélanger les deux, c'est de faire un overcoming, donc c'est-à-dire pousser contre quelque chose de statique, mais par contre à 5% d'intensité, mais prolongé dans le temps. D'accord, ok. Comme ça, on initie un petit peu, après on passe au maintien d'une charge, et après on peut pousser force max contre un truc qu'on peut pas déplacer. Ou D'accord. alors une charge très très lourde et que petit à petit, comme tu dis, excentrique sous la barre par exemple. Ouais, j'avais jamais pensé à cette différenciation sur un, parce que c'est le, entre guillemets, même non-mouvement. Mais c'est vrai que dans les deux cas, en fait, donc concentrique, ça veut dire que les os se rapprochent. C'est quand, par exemple, sur un biceps, c'est quand vous ramenez la main à l'épaule. Et excentrique, c'est quand les os S'éloigne? s'éloignent, j'allais dire Ouais. s'écartent, s'éloignent. Donc, par exemple, sur un biceps, quand votre main s'écarte de votre épaule. Et en fait, oui, donc c'est deux isométries en fait qui vont dans des directions différentes. Enfin, c'est pas exactement, mais c'est un peu ça. J'avais jamais réfléchi à ça. C'est super intéressant. Exactement, il y Euh, en a un qui est un peu plus orienté concentrique parce qu'on pousse et l'autre qui est un peu plus orienté excentrique parce qu'on retient. ouais, Même d'accord. si sur le papier, il n'y a pas trop de mouvement. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc, ouais, donc l'excentrique, c'est plus en début, c'est ça, et concentrique plutôt sur la fin. Mais comme tu as dit, on peut ajuster ouais, on peut. Schématiquement, oui, ce que tu as dit, c'est pas du tout faux. Schématiquement, tout à fait. Après, c'est moi qui, voilà, au tout début, parfois, j'aime bien pousser, mais très, très légèrement à 10% d'intensité juste pour relancer la machine. Et après, bah ouais, prendre une charge, maintenir et qui peut refléter un petit peu ce que tu as dit à l'instant. Ok, et donc schématiquement, ensuite, comme on vient de le dire, l'excentrique c'est plus facile, c'est-à-dire que c'est toujours plus facile de retenir une charge que d'essayer de la soulever, parce qu'on peut ralentir une charge qu'on ne peut pas soulever, mais on ne peut pas soulever une charge qu'on. Pardon. Et donc, et c'est pour ça que l'excentrique, ça vient généralement après l'isométrie, parce que c'est plus difficile que l'isométrique, Ouais. mais plus facile que le concentrique, c'est ça? Généralement, A c'est comme ça que priori, ça. oui, c'est ça. Je dirais dans oui, quasi, oui, oui. C'est moins contraignant pour une articulation l'excentrique Mm. par rapport au concentrique.
Après, on parle d'excentrique léger, de l'excentrique supra-maximal sur du nordic curl, du hamstring, Ouais. nordic hamstring. Voilà, je pense que ça t'explose, tu boites pendant 3 jours et on est bien d'accord. Mais sur de l'excentrique à charge non maximale, je pense que c'est comme tu dis, c'est plus facile de freiner que de relancer. Et est-ce que pour le tendon, parce que ça, je t'avoue, j'en ai jamais entendu parler, est-ce que le tendon réagit différemment à ces différentes contraintes? C'est-à-dire que pour lui, enfin, pour schématiquement, je vais juste expliquer, mais en gros, le tendon, c'est une espèce de câble qui bouge pas. Et en fait, ce qui bouge, c'est vos muscles. Et en fait, les tendons, tout ce qu'ils font, c'est transférer le mouvement du muscle à vos os. Donc en fait, les tendons, en gros, le tendon, c'est du muscle enfin, c'est pas du muscle, le sac autour du muscle qui devient de l'os. Et donc, en fait, quand le muscle se raccourcit, ça ramène ça ramène les deux os l'un vers l'autre. Mais est-ce que le tendon, je sais pas si c'est possible que tu ne saches pas et que ça n'existe pas parce qu'on m'en a jamais parlé, fasse la différence justement entre un mouvement isométrique, un mouvement concentrique et un mouvement excentrique. Genre, est-ce qu'on peut voir, je sais pas s'il y a des études qui ont montré sur des protocoles différents, des différences? Je dirais que oui. Et déjà juste avant, ben, merci de détailler un petit peu tous ces éléments parce que moi ça me paraît c'est des mots classiques, basiques, mais c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, ben peut-être qu'on parle charabia, donc merci de prendre le temps à chaque fois de bien expliquer. Ouais. Non, je dirais que c'est que le tendon sent la différence puisque ben l'isométrie au début, comme je t'expliquais, dans le fameux câble, on dit qu'il y a un câble qui marche pas bien du tendon. Et ben Mm. l'isométrie permet petit à petit que la conduction passe par notamment ce câble qui marche un petit peu moins bien. Et en général, les protocoles maintenant tendineux, donc que ça soit tendon rotulien ou quoi que ce soit, c'est le lourd et le lent. Donc, qu'on pousse tout doucement avec un tempo, mais supérieur, je crois, à 75% de l'ARM ou 80, et ben, pour créer suffisamment d'adaptation pour que le tendon réagisse. Donc, je dirais que la vitesse de contraction change. Après, est-ce que sur le concentrique et excentrique, avant, on ne jurait que par l'excentrique au niveau du tendon. Maintenant, je crois que sur cette subtilité-là, je pourrais Mm. pas te répondre sans dire trop de conneries. Alors, je viens d'écouter un podcast, je voulais t'en parler, entre Tim Ferriss et j'ai oublié le nom du gars. C'est un peu le spécialiste du tendon. Et en fait, il expliquait que avant, tout le monde ne jurait que par le protocole Danish. excentrique, justement, ou voilà, parce que. Et en fait, il explique que celui qui a fait ce protocole-là s'était rendu compte que les gens guérissaient plus vite d'un souci tendineux euh, le tendon se rompait et qu'il le rattachait et qu'il repassait par un protocole plutôt que d'essayer de guérir un truc. Et lui, il s'est dit, bah, si il avait un problème au tendon d'Achille, il s'est dit, bon, bah, moi, ce que je veux, c'est que mon tendon se pète. Et donc, je vais faire de l'excentrique sur mon tendon d'Achille. Parce que c'est là où j'ai la plus grande chance que ça se casse et que je puisse récupérer plus vite. C'était l'histoire du truc. Et en fait, il s'est rendu compte en faisant de l'excentrique que ça avait aidé son tendon à guérir sans le rompre. Et je trouvais ça fascinant. Je t'enverrai le Ah podcast si oui, tu veux. la raison pour laquelle il pensait que ça guérissait, c'est pas du tout ça. Mm. Et, et malheureusement, bah, tu vois, ça, bah, parfois en kiné, on fait des exercices en pensant, ben, ça va faire ça, ça, ça. Et en fait, ça se trouve, c'est pour une toute autre raison que ça guérit. Et c'est ça parce que, encore, on connaît pas tout et que, ben, les raisons pour lesquelles on pensait, c'est pas vraiment ça d'un point de vue vraiment scientifique, mais en fait, ça marche quand même parce que c'est un autre biais. Ouais, c'est fascinant ce qu'on sait pas. Ouais. Exactement. Et ça, c'est horrible à entendre parce que ça soit pour nous qui, ben, plus tu te formes, ben, plus tu t'aperçois que tu connais rien, plus quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, mais en fait, si on fait ça, c'est bien pour une raison. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ben, en fait, on sait pas trop. Et ce genre de réponse-là, ben, c'est compliqué à entendre. Ça dépend. On sait pas trop. Et pourtant, Mm. c'est les réponses les plus honnêtes qu'on puisse donner. Et par contre, ça fait ça parce qu'on est sûr que c'est ça, etc. Ça, les gens aiment beaucoup parce qu'au moins ils sont OK. Ça, c'est carré. Mais en vrai, c'est pas le plus proche de la réalité. C'est comme, et je crois que j'ai pas encore entendu la vraie réponse, c'est-à-dire que on nous disait dans nos études, bah, on ne sait pas exactement pourquoi le muscle grossit. On a plein de protocoles pour faire grossir un muscle.
faut voir les bêtes qui montent sur scène écorchées là, nos joyeux bodybuilders de Mister ou Miss Olympia, les bodybuildeuses, et qu'en fait, on ne sait pas trop pourquoi. C'est-à-dire qu'on sait, on connaît les protocoles, on sait qu'il faut manger plus de protéines, on sait à peu près les gènes qui sont impliqués, mais la mécanique elle-même, c'est très compliqué en fait d'expliquer pourquoi un muscle grossit et pourquoi spontanément, genre tu donnes telle hormone, bah, le muscle grossit, alors qu'il n'y a pas de contraintes supplémentaires. Enfin, c'est fascinant de voir ça. Et donc que là, on discute des aides, ça fait des décennies, des centaines d'années qu'on veut que les muscles grossissent et on sait toujours pas exactement comment ça se passe. Et ça me fascine. Et peut-être que du coup, dans 10 ans, on saura et qu'on se disait, ah mais avant, je ne jurais que par ça, mais en fait, c'est pas si efficace par rapport à ça. Ou alors, je ne jurais que par ça parce que je pensais qu'il y avait ça. Ben non, c'était par un autre biais. Ah, très clairement, hein, tout à fait, Mm. hein. En fait, on va se rendre compte qu'on est juste de l'IA et que tout ce qu'il fallait faire, c'était souhaiter que son muscle grossisse suffisamment en faisant des exercices et que par divine inconscience, on se reconnecte à la matrice et c'est ça qui fait grossir le muscle. J'en sais rien. Ben, tu sais que sans tomber dans cet extrême, c'est là où tu vois que le côté placebo, parfois, il est hyper important. Parce que la personne y croit, parce que machin, et ben une personne soit de convaincue, soit je ne sais quoi, bah, ça fait déjà une grande part de son cerveau et ça oriente déjà l'efficacité de la méthode ou de la guérison dans le cadre d'une rééducation, dans le cadre d'une douleur, etc. Là, ça a été fascinant parce il y a un prof. Alors, c'est juste une étude. C'est une étude qu'il a fait lui dans son coin. En fait, il était prof à l'université de physiologie. Alors, je sais plus si c'était en Angleterre ou aux États-Unis. Et en fait, il avait un groupe de d'athlètes avec lui, des gens qui étaient voilà plutôt classés en powerlifting. Et il a dit bon, écoutez les gars. On a des stéroïdes de grade de laboratoire, quoi, pas des trucs russes à disposition. On en a suffisant pour à peu près 6 semaines pour vous 10 là. Parce que ça voudrait qu'on voit un peu si ça peut augmenter vos performances sur une période donnée et qu'on fasse un peu un protocole d'études. Il leur a donné des pilules de sucre. Et en fait, donc c'était déjà des gens classés en powerlifting et leurs perfs ont augmenté de 5 à 10% sur une période très courte. Alors que c'était juste c'est ce qu'ils croyaient. Et ensuite, à la fin de ça, il leur a dit bon bah finalement c'est du placebo et leurs perfs pouf, ont éclaté. Et donc c'était fascinant en fait de voir le pouvoir de la croyance sur des performances. Et donc bah, maintenant que je le dis, c'est compliqué parce que si enfin donc faut donner des pilules de sucre à tes potes Sans juste leur avant dire que c'est du sucre. exactement juste avant les perfs. Il dit écoute c'est indétectable, ça vient de Russie. Prends ça. Alors tu te le fous. Enfin, bon, bref. Bah, franchement, Euh, ouais. ah, L'importance du cerveau, du placebo, du machin, c'est dans la performance et dans la rééducation, c'est exactement ça. Et t'imagines, si le placebo est aussi important, en rééducation, je fais le parallèle, on a le nocebo, l'inverse. ouais. Et ça aussi, c'est tout aussi important de l'autre côté. Par exemple, alors là, je vais donner un exemple, c'est pas du tout pour jeter la pierre sur eux ou quoi que ce soit, mais quelqu'un qui vient voir un médecin pas trop à jour et qui lui dit, OK, faut tout arrêter le sport, faut surtout pas faire ça, faut surtout pas se pencher en avant, Mm. etc. Le discours derrière qui peut tellement imbriquer la situation derrière, bah, on galère nous après à récupérer en mettant un petit peu de nuance. Ah, d'accord. Donc je pense que c'est dans les deux sens. Sur le côté, bah, comme tu dis, performance, quitte, voilà, etc. Mais Ouais. aussi sur le côté, ah, oh, faut surtout pas que je bouge parce que ça crée des croyances et du coup ça entretient un peu soit les douleurs ou soit les mauvaises performances. Ah mais je suis nul parce que mon coach il m'a dit que j'avais pas les bons fémurs ou que je serais toujours nul. Ah bah je Mm. pense qu'un athlète il peut plonger. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je pense que c'est là où, tu sais, il y a tout un aspect de coach mental qui se développe beaucoup dans les sports. Et c'est fascinant de voir l'impact que ça peut avoir sur plein de choses, d'avoir quelqu'un qui est là et qui te convainc que tu es le meilleur, que ça va bien se passer. Et tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, tu as juste à refaire ce que tu as fait, t'inquiète pas, etc. Et c'est fascinant le côté psychologique. C'est marrant parce que c'est un thème récurrent qui revient dans toutes les interviews, c'est l'importance du psychologique dans absolument tout. Et c'est vrai que bah, tout part de là, hein, quelque part. Eh ben, franchement, oui, le cerveau conditionne tout le reste, que ça soit la performance, tout. Et tu vois, il y a même un outil qui se fait pas mal aussi de plus en plus en rééducation, c'est l'imagerie motrice.
Le mec vient de se faire, il est immobilisé, il a une fracture du coude, il est immobilisé. Et ben quelqu'un qui s'imagine faire le mouvement de flexion, extension, etc., va moins perdre de force ou quoi que ce soit que quelqu'un qui est vraiment immobilisé. Ah, c'est fascinant L'imo- ça. L'imagerie motrice peut être un super outil dans le cadre d'une rééducation ou aussi bah, du coup dans le coaching pour de la performance, bah, visualiser, enfin toute la prépa mentale qu'on connaît de plus en plus, dès qu'il y a des circuits de Formule 1, les JO, machin, on en reparle à chaque fois, que ça soit visualiser le circuit, que ça soit se visualiser en train de réussir cette perf ou quoi que ce soit, ça conditionne, je pense, énormément le corps derrière. Ouais, ouais, qu'est-ce que c'était? Il y avait pareil une étude avec des basketteurs. Ils avaient pris trois groupes. Un groupe de gens qui essayaient de mettre, je crois que c'était 50 ou 100 paniers par jour. Tu vois, qui s'entraînaient littéralement à le faire. Un groupe qui juste s'imaginait le faire. Et le groupe qui faisait rien. Et en fait, ils voyaient qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre ceux qui le faisaient vraiment et ceux, enfin, il y avait une légère différence, mais que le groupe qui visualisait switcher les paniers et donc la performance à la fin était pas si différente que ça. Bah ça veut dire qu'il faut rester toute la journée sur son canapé à regarder du foot ou à s'imaginer le foot, ça suffit, C'est hein. ça. C'est pour ça, en fait, les meilleurs, c'est ceux qui regardent et qui critiquent. C'est pour ça que ils peuvent se permettre Voilà, de critiquer, parce que c'est bien meilleur. Ils ont visualisé des milliers de matchs à force de exactement. les faire. J'avais une question. Si tu avais un avis, alors je sais que tu vas être dans la nuance et tout, mais sur le rôle que pourraient avoir des ostéos ou des chiropracteurs par rapport au métier de kiné, parce que moi, je vais voir un chiropracteur et je trouve que c'est vraiment une belle efficacité. C'est-à-dire que il m'a remis une épaule enfin pas une épaule en place, mais j'avais, à force de faire de la natation mal, je m'étais fait une belle tendinite, une tendinopathie, pardon, qui a duré des années et j'étais allé par curiosité et ça avait vraiment bien fonctionné. Et je sais pas si tu as, si dans le spectre de la récupération, si ça, ils ont une place à ton sens, pour toi, dans ton sens ou pas. Est-ce que toi aussi tu consultes Pour, ou pas? pour moi, ils ont une place. En fait, tout va dépendre du discours qu'ils ont derrière. Et en gros, s'ils te disent l'ostéo, le chiro et même le kiné, hein, je nous mets un peu dans ce groupe-là. Alors après, il y aura des différences dans le côté législatif qui sont vraiment des professionnels de santé, etc. Mais je les mets dans tout ça dans le même noyau. Tout dépend du discours. Si t'es kiné, ostéo ou chiro et que tu dis, bah là, je vous ai remis une vertèbre en place parce qu'elle s'était déplacée. Là, je vous ai bougé les os du crâne. Et revenez, on va dans 2 mois faire un check-up pour vérifier, etc. En gros, qui rendent dépendant la personne de leurs soins ou qui se fasse passer pour le gourou qui est vachement fort, etc. Ça, c'est problématique. Où j'ai joué sur les machins qui a fait directement l'oreille jusqu'aux petits orteils, etc. Même si je pars du principe que la science actuelle en Occident, on connaît pas tout sur tout, il y a des choses qui ont été montrées que c'est du bullshit et que du coup, c'est un peu de la flûte. Maintenant, le chiro, le kiné, l'ostéo qui se forme, qui est EBP, donc ça veut dire qu'il fait un mélange entre ce que dit la science, les préférences du patient et ses préférences personnelles en tant que praticien, qui dans son discours dit bah écoute, c'est peut-être on a joué sur ça, on a débloqué ça, etc. Ben moi, tu vois, franchement, je suis pas du tout trop formé en thérapie manuelle, donc un ostéo, un chiro, il sera beaucoup plus compétent que moi pour réaliser des exercices, de la mobilisation spécifique ou quoi que ce soit. Pareil, au niveau mobilisation spécifique, on s'aperçoit que quand on fait craquer, ben en fait, on n'est pas aussi spécifique que parfois, ben, en faisant craquer la vertèbre juste du dessus ou du dessous, juste, ça libère un petit peu des hormones qui font du bien. Donc, le dire, ah, je vous ai pile remis la vertèbre en place parce que je suis le meilleur, et Hmm, etc. J'exagère, mais dans l'idée, ça, pas ouf. Par hmm. contre, le gars qui dit, bah écoutez, là, je vous ai redonné globalement à cette charnière-là un petit peu de mobilité pour venir derrière plus bouger, etc. Bah ça, clairement, c'est totalement complémentaire. Le but, c'est que la personne, le patient, le client, aille mieux. C'est ça le plus important. Maintenant, si il va mieux et que on passe pour un gourou et qu'on lui a menti sur les vraies raisons, etc., bah ça, c'est pas ouf. Alors après, c'est la difficulté du mensonge, parce que si tu es convaincu toi-même de ce que tu es en train de raconter, C'est vrai, ouais, tout à fait. est-ce que c'est un mensonge? J'ai toujours été fasciné par ce truc-là. Genre, si la personne est certaine que, tu vois, par exemple, qui se raconte, il y a une série, il y a un événement et la personne se raconte à elle-même que ça s'est passé d'une certaine manière, alors que
pas du tout, mais qu'elle était convaincue de ça, est-ce que c'est réellement un mensonge? C'est pas, c'est juste Ça, c'est un. vrai, ça se trouve, même moi, dans ce que je te dis, ça se trouve, il y a des trucs faux et je suis persuadé de ce que je dis et du coup, c'est un mensonge pour les autres. Hmm. Donc, ça, effectivement, c'est peut-être un petit cas particulier ou quoi que ce soit. Mais en fait, tu vois, il y a un patient une fois qui est venu me voir et qui m'a dit, bah, écoute, j'avais juste fait un rendez-vous avec un chiro et ben, il m'a dit de faire, donc je crois que c'était 110 € la séance de chiro. Donc ça, en soi, très bien. Comme ça, au moins, ils ont le temps, etc. Mais il m'a dit, ben en fait, il faut que je vous voie 10 fois. Parce que les 6 premières fois, ça va permettre d'orienter. Mais si on ne fait pas les autres derrière, on va tout perdre. Donc, il faut absolument, à partir de la septième, qu'on mette donc 6 fois, 2 fois par... Enfin, bref. Qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait pas à Hmm. quelle vitesse ça va aller, si c'est vraiment ça ou pas. Et donc, ce discours-là, c'était Ouais. problématique. Hmm. Maintenant, si à la personne, c'est un bon complément, des séances de coaching, des séances de kiné, que ça lui fait du bien, qu'il y a un bon discours derrière, qu'on rend autonome et tout ça, bah, c'est totalement complémentaire. Ouais. Et encore une fois, c'est les petites guéguerres. Oh là là, ils sont ostéo, c'est pas un métier prouvé. Oui, mais si le mec il se forme, il s'appuie ce qu'il y a sur la science, il met de la nuance, etc. Eh ben, il sera 15 fois meilleur que tous les autres professionnels de santé qui ne se forment pas. Ouais, ouais, qui racontent parfois des grosses âneries sur des chaînes de télévision un petit peu connues. Voilà, avec leur diplôme de médecin. Nous- Exactement. Bon, je te rassure, il y a des kinés, c'est pareil, il y a des chiros, c'est Ouais, pareil, il y a des ostéos, c'est pareil. Il y a des très bons et des très mauvais partout. il y en a des biens. Ouais, c'est. Qu'est-ce que j'allais te poser comme question juste derrière? J'ai zappé, j'ai zappé. Mais enfin, voilà, c'est juste pour dire que moi j'aime bien la chiropraxie, ou je sais pas, je crois que c'est Ouais, je comme crois ça que que ça se ça se dit, hein. dit. Ouais. Et ostéopathie, je connais pas, mais je sais pas si ça. Donc pour toi, en fait, c'est pas forcément un spectre, c'est juste une histoire de. Il y a pas de. Bon, d'abord, pourquoi pas aller voir un ostéo pour un gros blocage? Un mec a un lumbago, il bouge plus, tu- la personne le débloque entre guillemets, genre il retrouve de la mobilité, et ensuite il vient voir un kiné pour une espèce de. Dans l'ordre, je dirais qu'il n'y a pas d'ordre précis. Mais il faut penser au concret. En général, les kinés, malheureusement, parfois, ils ont 2, 3, 4 semaines d'attente. Ouais. Alors que l'ostéo, il y a parfois des créneaux d'urgence. Donc, c'est plus facile de voir en première intention un ostéo qui, s'il est bien formé en fonction des drapeaux rouges, peut rediriger. Donc, en général, parce que c'est plus simple, parce qu'il n'y a pas besoin d'ordonnance, etc., les gens vont voir en première intention. Donc, si c'est une personne formée, de confiance et tout ça, bah effectivement, j'ai mal au dos à l'instant, là, je viens de me lever. Bah, demain matin, ça sera peut-être plus simple de voir un ostéo que Mmh. d'aller chez le médecin, d'avoir une ordonnance, de machin, de bidule, etc. Mmh. Maintenant, est-ce que physiologiquement parlant, il y a un intérêt de voir d'abord l'un, puis l'autre, puis machin? Je pourrais pas te dire. Ça marche pas, c'est intelligent comme réponse. Ça, c'est vrai que c'est un peu du traitement aigu en quelque sorte d'aller voir du. C'est vrai qu'il y a toute cette contrainte. Alors, ça aide maintenant avec les visios de pouvoir avoir un rendez-vous avec le médecin et dire là, je suis dans mon lit, j'arrive pas à bouger, j'ai absolument Carrément. besoin d'une ordonnance pour aller chez le kiné. Mais d'ailleurs, tu fais des kinés en visio, toi, ou pas? Des rendez-vous de kiné en visio, ça t'est déjà Euh, arrivé ou pas? Je sais pas si ça fonctionne, non. c'est possible. Moi perso, donc j'ai pas d'expérience dans des séances de kiné pure et dure en visio. Maintenant, je suis certaines personnes sur Instagram qui en parlent de plus en plus. Donc effectivement, ça peut être une super stratégie pour les personnes qui n'ont pas accès aux soins, qui habitent au fin fond de la Creuse ou à 1 heure et demie d'un cabinet de kiné. Eh Mhm. ben, on peut déjà faire beaucoup de choses, voir en actif les mobilités, les machins. Alors oui, on est d'accord d'un point de vue palpatoire, d'un point de vue test neuro, d'un point de vue test vasculaire, ça sera compliqué à travers un écran là, machin. Ouais. Mais comme on s'oriente de plus en plus vers de la end-off, donc le fait de mettre de moins en moins les mains, bah, il y a pas mal de pathologies où, bah, par visio, ça peut être une très bonne stratégie. C'est pas Mhm. parfait, mais ça peut vraiment être largement suffisant dans un problème d'épaule, un problème de machin. Il n'y a pas forcément besoin de la thérapie manuelle qui va avec. Je Mhm. dis pas que la thérapie manuelle, ça sert à rien, mais parfois c'est pas nécessaire. Non, non, je suis complètement d'accord avec ça. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était rebondir sur le fait que je pense qu'il faut faire attention aux gens qui surcompliquent les choses parce que parfois c'est pour que ça te perde et que tu te dises Il il s'y faut connaît. absolument. Bah ouais, c'est ça. Je comprends tellement rien. Ça doit être un bon lui. Parce que justement, les gens qui comprennent bien ont généralement plutôt un talent pour bien expliquer parce que ils arrivent à
à simplifier, enfin, comment dire, à aller au cœur des choses et à permettre justement une explication concrète des problèmes qu'il y a. Et donc, faut faire attention aux gens qui surcompliquent les trucs. Tu sais, cette idée de, ah oui, il faut 10 séances parce que le temps physiologique de renouvellement cellulaire correspond à un machin, plus ce sera 10 séances et des poussières, quoi. Et qui commence à dire un ou deux termes compliqués de, j'en sais rien, Ouais. phosphocréatine pour donner un peu, arrondir tout Ouais. ça. Waouh, il s'y connaît de ouf. Ouais, ouais, Non, ouais. effectivement, et ouais, carrément, à 1000%, ouais, carrément, tout Je, à fait. je crois que ça a un nom, ça, c'est une espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une espèce de domination par la surintellectualisation, où tu sais, tu essaies d'avoir un ascendant, genre une espèce d'ascendant intellectuel sur une personne. Il faut faire attention à ça si vous comprenez pas quelque chose, je dis ça pour les gens qui nous écouteront, si vous comprenez pas quelque chose, posez la question, et si on peut pas vous expliquer d'une manière intelligible pour vous, voilà, posez-vous, demandez-vous pourquoi la personne est obligée de sur-expliquer les choses. C'est peut-être pour avoir cet ascendant sur vous. C'est à prendre en compte. Donc Tout à fait, pour les ouais. différents euh, comment dire praticiens de santé que vous pouvez aller voir ou de ou coach ou quoi, si c'est trop compliqué pour vous et que même en posant des questions vous comprenez toujours pas, c'est peut-être que la personne essaie de vous enturlupiner un petit peu. Ou alors, sans mauvais fond derrière, c'est que, bah, en fait, elle lançait pas trop et que du coup, elle a pas Mmh. bien compris ce qu'elle disait et que du coup, même si c'est pas forcément avec un mauvais fond, bah, peut-être qu'elle lançait pas plus que ça et qu'elle, comme elle arrive pas à redire avec d'autres termes, bah, effectivement. Mmh. Ouais. Ça peut être utilisé à mauvais escient et j'imagine qu'il y en a qui, bah, qui ont appris ça, qui comprennent cette phrase-là, mais que du coup, de réexpliquer derrière, Ouais. je pense que ça nous est tous arrivé en tant qu'étudiants au début. Bon, Ouais. ben expliquez-moi ça. Bah, je sais pas, je l'ai appris par cœur. C'est Donc, ça, c'est exactement ça. Et je pense qu'il y a peut-être l'inverse de ça, c'est-à-dire que si la personne vous dit je sais pas à propos de quelque chose, c'est pas forcément mauvais signe. C'est que c'est bien de connaître aussi ses comment dire ses c'est limites. limite, ouais, Ouais, clairement. et de pas être le gourou et l'explicateur de tout. Je trouve ça, même si on essaie quand même de, bon, je pense qu'on a la même curiosité toi et moi, mais de se renseigner et d'apprendre autant que possible sur différents sujets. Bon, la connaissance est tellement vaste, c'est pour ça que j'aime bien l'idée d'avoir des spécialistes ici, de pouvoir farfouiller sur un sujet précis et d'en apprendre un petit peu plus. Ben, je pense que l'une vraiment des, entre guillemets, des meilleures compétences d'un coach ou d'un kiné ou d'un médecin, c'est de parfois accepter ses limites et de dire je sais pas et du coup de rediriger dans ces cas-là. Le patient ou le client perdra beaucoup moins de temps, donc gagnera du temps, gagnera de l'argent et au final, on a toujours peur de oh, je vais le décevoir. Mais non, si on lui a fait gagner du temps et qu'on s'est pas obstiné à Ouais. faire un truc, que ça soit pour un développement de qualité physique quand on est coach, ou de bien-être, ou de gestion de la douleur, bah, parfois de dire bah, écoutez, là on est au bout de mes compétences, bah, peut-être aller voir un tel. Et ça, c'est quasiment l'une des meilleures compétences qu'on puisse avoir. Ça permet de faire gagner du temps à tout le monde. Mmh. Ouais, ouais. Et ouais, franchement, ouais, je rebondis rapidement sur ça, mais c'est hyper important, je trouve, en tant que coach, en tant que kiné, en tant que médecin, il y en a qui nous écoutent ou quoi que ce soit, bah, c'est de savoir accepter ses limites. Après, si on dit tout le temps, je ne sais pas, parce qu'on connaît vraiment rien et qu'on a fait l'impasse sur tout, voilà. Mais effectivement. Ouais. Je te vois utiliser pas mal comment dire, euh, c'est pas que tu fais des trucs farfelus, mais des choses où tu te dis, tiens, c'est intéressant ça, notamment au niveau de l'utilisation d'élastiques en contrainte, tu sais, un peu dans tous les sens, et puis de kettlebell, tu sais, sur les pieds, de, de te retrouver, tu sais, avec, tu sais, d'utiliser des kettlebells sur des mouvements de comment dire, tu sais, t'es au sol, tu places une kettlebell sur un genou, tu fais un peu des clamshells, des choses comme ça. Et en fait, tu fais tout ça parce que tu fais de la prévention pour toi, parce que tu as des douleurs que tu accumules, ou c'est surtout pour faire des vidéos. Est-ce que tu dis, ah, tiens, ça j'en avais besoin pour moi, ou est-ce que c'est surtout en démonstratif Eh parce ben, que, un mélange de tout ça. En gros, déjà, on voit beaucoup sur Instagram, et je participe à ça, à montrer des exercices un peu farfelus. Parce que via les exercices, on cherche des adaptations précises. Bah, notamment, bah, là j'ai un exercice en tête, les rotations de cheville avec un kettle, bah, c'est des cars lestés, ça permet de renforcer les tissus dans toutes les directions et notamment ça participe à la prévention d'entorse de cheville, etc.
Et faut pas se le cacher, c'est ce qui fonctionne un petit peu plus sur Instagram, ça fait un peu plus de vues que les exercices classiques. Mm. Mais faut pas se leurrer, les exercices classiques, s'ils sont classiques, c'est que ça fonctionne. Donc un bon vieux squat, un bon vieux soulevé de terre, bench, machin, gardons une colonne vertébrale d'exercices très connus qui fonctionnent, traction, enfin bref, tous les grands classiques. Maintenant, en fonction du contexte, et notamment le mien, c'est de devenir mobile, antifragile, de le moins possible me blesser, etc. Ben, c'est d'amener des contraintes spécifiques à une articulation, à certaines parties du corps, du dos par exemple en inclinaison, qui vont faire des exercices un peu farfelus et que du coup, bah, j'aime bien me filmer à ce moment-là, les partager sur Instagram parce que oui, ça marche un petit peu plus de montrer que le dos se tord dans tous les sens, mais parce qu'on cherche telle adaptation plutôt que un squat très classique qui fonctionne tout autant sur d'autres paramètres. Ouais, tu sais, c'est par rapport au foot, parce que je vois que tu fais Ouais. du foot très régulièrement, et c'est pour essayer d'éviter de te blesser, parce que bah, tu cours dans tous les sens, et c'est assez violent, mine de rien, comme Ben, sport. carrément, pour l'instant, je touche du bois, je suis relativement peu blessé longtemps. En tant que footeux, on a souvent des petites alertes. De temps en temps, petite pointe au mollet, ben, j'adapte pendant 1 ou 2 semaines. Comme je connais, c'est un peu mon métier, ben, j'adapte très rapidement. J'arrête pas totalement, mais juste une petite pause. Et ça permet de suite, en adaptant, et ben, ça dure que 1 semaine, 10 jours, plutôt que 1 mois et demi, parce que j'ai forcé et on s'est pris un mur et on s'est blessé. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Mais je pense aussi, de par mon hygiène de vie, le style d'exercice que je mets en place, la gestion de la charge, le fait que donc je bois pas trop d'alcool, que je mange plutôt bien, etc. Ben j'estime que j'ai plutôt de la chance de pas trop me blesser. Maintenant, parfois, il y a des mouvements, bah, notamment, je fais aussi du trail et en foot, bah, parfois, la cheville, elle peut s'amener à se tordre. Et du coup, de préparer ces positions critiques qui vont arriver quasiment sûres, soit sur un tacle ou soit sur un caillou qu'on n'a pas vu, si on renforce ces fins d'amplitude, bah, quelque part, on augmente les capacités des tissus à encaisser cette amplitude-là, par exemple, et que du coup, le jour où la cheville, elle se tord sur un trail, bah, c'est pas grave parce que j'étais préparé. Mm. C'est exactement le même principe pour globalement, si on doit schématiser les blessures, c'est une différence entre ce que le corps est capable d'encaisser et ce qu'on lui demande. Et dès qu'on met un peu de la vitesse sur des grandes amplitudes, ben on demande tout ça et ça crée la blessure. Mm. Et Ligament croisé, entorse, lésions musculaires et tout ce qui va avec. du coup, Donc ça. l'objectif, pardon, Non, vas-y, vas-y, vas-y. de la prévention des blessures, même si ce terme, en fait, tout est prévention des blessures, l'objectif, c'est de préparer les tissus de plus en plus à des hauts taux de niveau de contrainte, force, amplitude, vitesse, pour que le jour où ça arrive sur un terrain, sur un trail, sur une barre, sous une barre ou quoi que ce soit, bah, le corps soit préparé à ça. Parce que j'ai écouté un extrait, je crois, de podcast de Major Mouvement sur les étirements, tu sais, passifs et actifs et la mobilité. Et donc, pour toi qui fais du sport, voilà, tu as quand même des comptes, comme tu dis, en termes de prévention, préparation, euh, est-ce que tu crois encore aux étirements passifs ou pas? Ouais. Ouais, j'y crois encore, puisque les étirements passifs, ils ont de passivité que leur nom. Il y Euh, a des réelles adaptations au niveau des étirements. Juste, est-ce que tu peux, en fait, je viens de me rendre compte, réexpliquer ce que c'est un étirement passif avant de, comme ça, En ouais. gros, un étirement passif, c'est on éloigne les points d'insertion du muscle. Donc, par exemple, bah là, pour le coup, il y a un muscle, on dit, il part de là jusqu'à là, le trapèze. Et ben, on abaisse l'épaule, on tourne la tête et on peut jouer sur les rotations pour venir étirer de manière passive. Là, je le fais de manière passive. Si c'est moi musculairement qui le fais, ben, on parle plutôt d'étirement actif. En général, ben, en fonction des décennies, avant on disait que les étirements passifs, c'était le Graal. Ensuite, c'est remis en question. Donc là, on va dans l'autre extrême. On dit, ah, ça sert plus à rien. Et en fait, encore une fois, désolé d'être chiant, mais c'est une question de nuance. Mm. Même pendant un étirement passif, il y a de la contrainte, il se passe des choses au niveau des muscles, etc. Et en fait, notamment, si je dis pas de bêtises, je crois que quand on étire un muscle, ben en fait, c'est pas forcément notre muscle qu'on étire en priorité, c'est surtout notre système nerveux, donc nos nerfs, dont on apprend à encaisser de l'étirement. Je crois Mm. qu'il y avait une étude, si je dis pas trop de bêtises, c'est que, bah, en fait, ils avaient regardé l'allongement d'un muscle et quelqu'un qui avait gagné en mobilité ou en souplesse, bah, c'était pas en ayant joué sur le muscle, mais c'était plutôt en jouant sur la capacité du système nerveux à tolérer l'étirement.
Donc ça, c'était sur ça. Et après, bah, en fait, tout dépend du contexte. Le gars qui veut venir prévenir les blessures ou les courbatures, bah, les étirements, ça sert à pas grand-chose. Hum. Donc, pas nécessaire. Le mec qui a besoin mentalement de faire un petit peu des étirements passifs en fin de séance, doux, pour aider à revenir au calme, si ça lui fait du bien, au moins mentalement, bah, physiologiquement, ça fera pas de mal, donc super. Par contre, les étirements passifs, bah, parfois c'est une bonne porte d'entrée à la mobilité puisque ça crée de la souplesse. Et après, dans cette amplitude créée de souplesse, on peut essayer de mettre du contrôle moteur, de la force, en faisant des contractions musculaires. Donc en fait, en fonction de l'objectif, soit les étirements passifs, ça sera plutôt très pertinent, soit bah, peut-être pas optimal. Et après, D'accord. en fonction du curseur de chacun et des objectifs, et ben, quand on connaît un peu plus le contexte, ah oui, c'est très bien, non, c'est pas ouf, non, ça sert à rien. Et donc pour la mobilité, toi, tu commencerais par du passif et ensuite, alors, parce que ça, il y a différentes choses, parce que tu as l'étirement actif et tu as aussi je sais pas, par exemple, c'est quoi pour toi faire un pause squat de 15, 20, 30 secondes en bas tu vois, en bas du mouvement où tu fais une pause très, 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 très longue. C'est quoi ça? Pour toi, c'est de la mobilité? C'est un étirement actif? C'est les deux en Ouais, même temps? ouais, c'est du renforcement sur une grande amplitude, donc en l'occurrence en position basse. Donc Hmm. on amène des tissus, on n'est pas spécifique à une articulation, mais plutôt à un mouvement, et du coup tu amènes du contrôle moteur, etc. Donc ça peut être une bonne stratégie. Maintenant, c'est pas en faisant que du squat qu'on va gagner obligatoirement en dorsiflexion de cheville, donc en flexion dorsale, donc le fait que la cheville vienne se fléchir. C'est-à-dire qu'on avance le genou par rapport aux orteils. Hmm. Alors, Oui. ça, c'est le problème de ma vie. J'ai beau faire tout ce que je veux, je ne gagnais absolument aucune dorsiflexion. Tu vois, j'ai beau essayer jambes tendues, différentes orientations de pied, jambes pliées, mettre une charge sur mon truc. J'ai l'impression que c'est comme si j'avais une butée osseuse et que mon genou n'avancera jamais au-delà de ça. Alors, je sais que j'attends pas de formule magique, mais je suis un peu résigné maintenant à me dire, bah, mon genou avancera jamais. Tant pis. Et voilà. Et je sais pas si il y a, si genre je fais mal les choses ou quoi. Est-ce que il y a, tu pourrais là c'est très très égoïste. Tu pourrais me donner genre quelques tips pour essayer Bah, absolument d'augmenter ça? déjà, je pense avoir à peu près le même problème. Alors, j'ai jamais fait ça à fond, mais j'ai une très mauvaise flexion dorsale de cheville. Donc, on est ensemble. Ok, yes. Maintenant, effectivement, en fait, en fonction des types d'arrêts, est-ce que c'est plutôt tendineux, un peu élastique, ou c'est vraiment arrêt dur? Ben, en fait, c'est vrai que si c'était partie dure, le contact de l'os sur l'os qui bloque, ben, est-ce qu'on peut faire un trou dans l'os pour permettre de passer? Effectivement, ça sera compliqué. Ouais. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, c'est plutôt pas évident. Après, je sais que tu vois, travailler la flexion dorsale avec un élastique, pour, sur le papier, postérioriser un soupçon le talus. Mm. Je crois que dernièrement, ils en ont discuté. Je crois que c'est un peu plus efficace que de le faire sans. Alors après, est-ce que la réelle raison, c'est parce que ça postériorise le talus? Je pourrais pas te le dire à 100%. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a des choses où bah, c'est bloqué anatomiquement parlant. Et t'as beau faire 1 heure et demie de mobilité par jour, ça n'avancera pas. Mm. Par contre, du coup, bah, sur un squat, si tu peux pas trop jouer sur les chevilles parce que c'est vraiment un arrêt dur et que physiologiquement et anatomiquement parlant, ça fonctionne pas, bah, effectivement, autant se concentrer peut-être du coup sur la mobilité de hanche ou sur autre chose pour permettre de faciliter un mouvement. Mais c'est vrai que, bah, sur le papier, l'étirement passif en premier, c'est pour créer de l'espace dans une articulation et ensuite y mettre des contractions isométriques ou du mouvement pour y mettre du contrôle moteur. Ça, c'est génial pour la mobilité. Mais si à un moment donné, t'as beau étirer, mais ça tape, Mm. t'as Ouais, beau ça sert plus à étirer rien. des heures et des heures, c'est compliqué de progresser. Ah, ouais, ça marche. Donc, bon, ça me rassure que je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que je fous? Donc, j'essaierai juste, bon, si jamais il y a d'autres gens qui ont le même problème. Donc, en fait, ce que tu décris, c'est mon pied est à plat. Je me mets, disons, en position de fente au sol. J'avance mon genou, mais en même temps, j'ai un élastique qui fait le dessus de ma cheville, au niveau là où ça plie en fait devant mon pied. Je mets un élastique, mais qui fait une contrainte vers l'arrière, qui tire un peu vers l'arrière, c'est ça? Ou de Et côté, je ou... dirais vers l'arrière et légèrement vers le bas. Et à mettre l'élastique juste en dessous des malléoles. Parce que parfois, je vois l'élastique qui est mis sur les Ah, malléoles, et ben en fait, quelque part, ça postériorise entre guillemets le tibia ou la fibula, et du coup, on perd en intérêt. Donc, ça serait à
faire abaisser et postérioriser le talus pour permettre plus facilement, en gros schématiquement, au lieu que ça Ouais. tape, sur le papier ça passe, pour permettre plus facilement le passage. Donc, que je décrive bien, tu mets le pied par exemple en hauteur sur une box, on va dire. Ouais. Tu avances ton genou dans la direction du pied et tu accroches l'élastique au niveau du sol Ouais. et autour Derrière. de ouais, derrière dans l'alignement du pied ou de la jambe. Et en fait, comme ça tire vers le bas, comme tu dis, par rapport au. Ok, bah j'essaierai ça. Écoute. Exactement. Ouais. Teste ça et aussi parfois, enfin, il y a tellement de causes possibles. Parfois aussi, tu peux aussi jouer sur l'extension de tes orteils parce que l'un des muscles qui Mmh. passe juste derrière la malléole, que je dise pas des bêtises, interne, c'est le long fléchisseur de l'hallux, le LFH, et que du coup, parfois, bah, c'est lui peut-être un peu raide ou quoi que ce soit qui empêche tout ça. Donc parfois de faire une flexion dorsale, donc encore une fois de mettre la cheville comme ça, Mmh. mais au niveau des orteils, de venir, au lieu le pied à plat, de venir étirer la voûte plantaire et le gros orteil, parfois ça permet de dégager un petit peu de flexion dorsale derrière. Eh ben, écoute, en effet, j'ai pas une super. Ouais, faudrait que j'essaie ça. Mes orteils remontent très peu. Donc voilà, on Ouais. peut pas être sûr ou quoi que ce soit, mais c'est une piste de travail. Ah bah grave, bah, je vais tester ça. Je fais du squat tout à l'heure, je mets immédiatement en Très bien. place. Ouais, ouais, c'est cool. C'est reprise de la force là. Ok, ça c'est cool. Alors c'était sur la prévention. Et oui, une autre question que je voulais te poser sur la prévention. Euh, Parce qu'il y a, comment tu décrirais être soit trop raide, soit trop mobile? Je suppose que ça dépend. Parce que je pense qu'il y a des problèmes dans les deux directions. Généralement, on a l'impression qu'il faut toujours étirer, 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 étirer. Mais parfois, en fait, c'est plus délétère qu'autre chose. Est-ce que tu pourrais essayer de nous en dire un peu plus là-dessus? Est-ce que tu as un avis sur le sujet? Ouais, bah, c'est vrai qu'actuellement, bah, la mobilité, ça fait 5 ans que les gens en parlent de plus en plus, donc c'était devenu l'outil parfait, donc on se disait qu'il faut toujours devenir plus mobile, etc. Certes, oui, le lanceur qui a besoin d'avoir une énorme mobilité pour prendre de la vitesse, etc., ça, dans ce contexte, très bien. Le mec dont ça se passe tout très bien, ok, de grignoter un petit peu, ça permettra peut-être de mieux répartir les contraintes, mais est-ce que dans son contexte, il a envie de passer 1 heure et demie à venir étirer et travailler? Non, peut-être Mm. pas. Et effectivement, comme tu dis, être souple, ça peut, pourquoi pas, mais le mieux, c'est d'avoir du contrôle moteur. Donc parfois, d'étirer, 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 ben, peut-être on peut rendre un petit peu instable certaines structures. Si les muscles ne stabilisent pas l'épaule et qu'on commence à étirer de plus en plus, machin, bah, au bout d'un moment, qu'est-ce qui peut se passer? Une petite subluxation, luxation, etc. Donc, c'est des cas extrêmes. Mais encore une fois, ça montre que, bah, en fait, c'est pas non, il faut absolument être raide et pas bouger, mais il faut pas non plus absolument être mobile. Tout dépend du contexte. Étirer, étirer à fond n'est pas la solution à tous les problèmes. Au contraire, amener de la raideur absolument n'est pas l'autre solution. Mm. Est-ce que le fait de comment dire, parce que j'avais pris un coach à un moment donné, lui il aimait bien pendant mes gammes montantes, tu sais, de différents trucs, que ce soit en squat, que ce soit en développé couché ou peu importe, en fait de prendre le temps, tu sais, de travailler en fait ta mobilité à ces moments-là aussi, tu vois, de venir chercher vraiment à étirer les différents tissus sur ces gammes montantes, ça te fait une espèce de échauffement de mobilité, de prendre des temps de pause un peu plus longs sur certains trucs. Pas trop abuser si jamais tu veux un truc un peu plus explosif, parce que si tu fais des pauses trop longues, qu'est-ce qu'il me disait? Essayer d'éviter que ce soit plus de 7 secondes pour éviter de perdre en retour En élastique. explo. Voilà, Mhm. c'est ça exactement. D'essayer de pas, mais de prendre le temps de faire des pauses sur différents mouvements, notamment le squat, tu vois, de faire des petits squats de poser 2-3 secondes en bas, de remonte 2-3 secondes en bas, histoire d'ouvrir les choses, de travailler ta mobilité dans ces moments-là, Eh au sein de ben, la séance. carrément. Le mec qui a qu'1 heure et qui a pas de temps de rajouter à sa séance, mais au final, au lieu de faire une gamme montante classique pour échauffer, bah, il prend le temps, comme tu dis, de faire des petites pauses et de préparer le muscle sur l'entièreté de la longueur musculaire. Bah, ça peut être un super moyen de indirectement travailler sa mobilité, carrément. Mmh. Et en plus, pour quasiment tous les groupes musculaires, ça répond positivement à la tension d'étirement. Plus c'est étiré, plus on va créer entre guillemets du muscle. Donc en plus, même avec des charges légères, si en position étirée on passe du temps, etc., bah, ça sera même bénéfique pour derrière gagner en muscle ou autre. Ok, perfect. Je
Là, j'ai pas de. Je crois qu'on a fait pas mal de tours là. Je- Là, Ouais, franchement, en je- plus, ça passe vite. Là, ça joue à 1h30, excellent. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoute, c'est assez fluide, hein. On fait un peu ping-pong, on fait du ping-pong un peu dans tous les sens, mais là, j'ai pas de. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager comme message euh, Oui, on va dire un peu propre à ce que j'essaye de prôner sur les réseaux, c'est que bon, que ça soit kiné ou coach, même si c'est moins vendeur, tous les contenus un peu bullshit, bah t'as mal à cet endroit-là, fais ça, Hmm. ou cette méthode miracle. Bref, en général, les gens c'est ce qu'ils aiment, c'est du coup ça fonctionne, etc. Mais malheureusement, c'est pas le plus proche de la vérité. Donc après, je dis pas qu'il faut absolument éviter ça, parce qu'après, c'est un juste milieu, faire un peu de vue, machin, bidule. Mais je trouve ça dommageable de tomber, on va dire, dans des raccourcis, parce que les gens vont finir par croire. Et malheureusement, alors je sais pas toi, mais moi, je reçois vraiment pas mal de DM en disant, ben, j'ai mal à l'épaule, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, la meilleure réponse, je sais pas, j'ai pas fait de bilan, je Hmm. sais pas qu'est-ce qui te fait mal, je sais pas ce que tu es capable de faire, etc. Et que du coup, j'en sais rien. Hmm. Et malheureusement, je pense que c'est avec les messages sur les réseaux où bah tiens, j'ai vu mon kiné préféré faire t'as mal là, fais ça, bah et du coup, ils sont un petit peu biaisés. Ouais, ouais, bah ouais, mais c'est compliqué parce qu'ils veulent des solutions et c'est un peu pour ça qu'ils suivent les comptes, c'est un peu pour ça qu'ils ont pas forcément envie de ouais, j'ai un peu mal, mais j'ai pas trop envie de me faire chier à aller demander au médecin une ordonnance pour aller voir machin. Ouais, ça me coûte cher d'aller chez l'ostéo, de machin, de trucs. Donc c'est vrai que je comprends qu'ils veuillent des solutions un peu raccourcies, mais je pense que c'est important. Ce serait presque plus important, tu sais, de faire, bah voilà comment vous pouvez pas vous auto-diagnostiquer, mais de voir à quel point c'est important et de, par exemple, dire ça vous fait mal quand vous faites ça, ça, ça et ça, allez consulter. Tu vois, genre un truc du genre, je sais pas si c'est pas un contenu très punchy, tu vois, mais ce serait peut-être pas mal de d'avoir ce message de dire ouais, bah si ça vous fait plus, ça fait mal plus que ce que tu disais 3 sur 10 on va dire pendant plus de 24 heures et que ça fait mal quand vous touchez, quand vous bougez ou quand vous ne bougez pas, bah oui, il est temps d'aller consulter et de laisser des pros vraiment vous accompagner pour ce genre de truc parce que bah, c'est important, hein, c'est la vie sans douleur, c'est quand même mieux. Ah C'est ouais, quand même- clairement, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais, des gens qui me disent j'ai mal au dos tout le temps depuis 10 ans euh, ouais, ce serait bien d'essayer de faire quelque chose quand même. Ah ouais, mais et oui, et je pense que le mouvement, parce que je t'enverrai le podcast là de Tim Ferriss et du gars, tu me diras ce Yes, que t'en ouais, penses. je veux bien. Mais parce que lui, il est spécialisé dans la réathlétisation et en fait, au fur et à mesure du temps, ils sont en train de raccourcir le temps de la remise en mouvement. Donc c'est-à-dire qu'avant, tu sais, c'était bon bah faut attendre 6 semaines que ça reprenne. Là maintenant, c'est les mecs, ils ont l'opération le jour même, ils leur font faire un truc. C'est-à-dire que, tu sais, je sais pas moi, tendon d'Achille, ils le recousent, le jour même, ils sortent de l'opération, bon, quelques heures de récup quand même, mais ils le mettent très légèrement, hein. Ils commencent tout de suite à le remettre légèrement sous tension parce qu'apparemment, la remise en mouvement, c'est vraiment le secret d'une récupération Ben, rapide. totalement, mouvement ou du moins amener de la contrainte. Hum, Avant, pas, bah, du coup, voilà, t'avais mal à un endroit, il fallait immobiliser et après, plus tard, on te disait, t'as une entorse, faut de suite immobiliser, mettre une attelle 3 semaines et après faire de la kiné ou quoi que ce soit. Et en soi, alors on est d'accord, tu viens de faire une fracture déplacée, l'immobilisation sera nécessaire pour permettre la reconstruction. Mais ouais. en général, sur des grades pas graves, n'importe quelle entorse ou quoi que ce soit, c'est via le mouvement en général, ou du moins la contrainte. Par exemple, on peut même avoir, ça se trouve, une botte, ou alors non, je me suis cassé le poignet et j'ai le plâtre. Et bien juste, ça se trouve, en faisant des toutes petites contractions très statiques contre le plâtre, très 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 légères, ben, ça permet d'entretenir un petit peu le capital musculaire, d'amener des éléments un petit peu cicatriciels, parce qu'il ne faut pas oublier que même l'os s'adapte à la contrainte. C'est pour ça qu'au niveau des muscles et des tendons qui tirent, ben, l'os, ça fait un petit peu des reliefs.
même l'os s'adapte à la contrainte et que les sports de type vélo et natation, ils ont plus de problèmes d'ostéoporose parce qu'il n'y a pas d'impact. Quand les astronautes vont sur la Lune ou la station spatiale, comme il n'y a pas de gravité, eh ben, ils sont beaucoup plus à même à avoir des problèmes d'os. Tout ça pour dire que dans une grande majorité des cas, évidemment, nuance, eh ben, c'est plutôt la remise en charge très progressive, le mouvement, qu'on va amener plus d'éléments cicatriciels, qu'on va vasculariser, qu'on va oxygéner, plutôt que l'immobilisation stricte. Et, le mouvement, c'est la vie. Exactement. Si on peut terminer sur quelque chose, c'est globalement le mouvement, c'est la vie. Tout à fait. C'est top. Bah, vraiment, je te remercie pour ce temps passé. Je pense qu'on refera probablement sur d'autres sujets. J'ai pas encore trop l'inspiration tout de suite, mais je suis persuadé je serais curieux d'avoir ton avis sur pas mal de choses. Et où est-ce qu'on peut te trouver sur les différents réseaux sociaux? Est-ce que c'est Minute Physio partout? Ouais, c'est ça. Donc, minute comme une minute avec un tiré du bas et physio. Donc, c'est un jeu de mots entre physiothérapie, kiné et Johan, mon prénom. Donc, c'est phys apostrophe YO. Et puis bah surtout te remercier de nous donner la parole aux différents intervenants, etc. pour nous exprimer, etc. Donc merci beaucoup à toi pour l'invitation. Et si bah ouais carrément à l'avenir d'autres sujets, d'autres thèmes ou même ça se trouve dans 3 ans, bah, on va peut-être s'apercevoir que une partie de ce qu'on racontait, bah en fait ça a été démenti par la science et que en fait on disait des bêtises. Ah bah pour se corriger ou quoi que ce soit, Bah carrément. ouais, carrément, bah, ce sera avec grand plaisir. Et ces podcasts, comme je le disais, c'est très égoïste. C'est moi, j'ai envie de, j'ai envie de triturer les cerveaux des gens. Et donc, je m'en sers comme excuse pour partager aussi bah, mon exploration. Donc voilà, c'est très égoïste. Je te remercie vraiment d'avoir accepté. Bah écoute, merci encore et bah à très bientôt à tous. Et voilà, je sais pas comment terminer les podcasts. Je vais le Eh ben terminer écoute, comme ça. très bonne écoute à tous et restez curieux. Merci. Parfait. Merci.